Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Novac, deuxième journée des conférences Novac. Novac, vous le savez, comme Nouvelle-Aquitaine, Novac comme innové, en Nouvelle-Aquitaine mais aussi ailleurs, y compris dans le monde entier. Je salue au passage celles et ceux qui participent à Novac de Poitiers ou de Limoges dans des espaces physiques, et puis celles et ceux qui suivent Novac en ligne, puisque Novac est diffusé. Innover, pourquoi innover au profit de qui? Innover pour muter, innover pour faire table rase, innover parce qu'on est mu par la quête du profit ou bien pour améliorer le sort de l'humain. Voici quelques-unes des questions qui, depuis hier matin, sur les différents thèmes que nous avons abordés, parcourent, irriguent cette édition de Novac et tous ces débats qui, vous le savez, ont été conçus par Le Monde, partenaire du Conseil régional pour cette édition de Novac. Au programme, il y avait trois grandes thématiques. Hier matin, nous avons parlé cerveau et intelligence artificielle. Hier après-midi, conquête spatiale, et ce matin, nous allons terminer avec les océans. En fait, on suit le parcours de la vie, qui est, mais à rebours, qui est venu du fin fond des océans, qui se terminera peut-être sur la planète Mars ou ailleurs, et qui, entre-temps, se joue pas mal dans notre cerveau et avec nos émotions. Le principe, aujourd'hui, est le même qu'hier. Je sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui étaient là hier? Vous voulez bien vous... Waouh! Alors, c'était pas mal, en fait. C'est chouette de vous revoir. Alors, en revanche, je suis désolé parce que pour celles et ceux qu'on est très heureux d'accueillir ce matin et qui n'étaient pas là hier, je vais devoir refaire toute l'histoire des numéros de téléphone que vous avez dû garder. Donc voilà, pardonnez-moi, mais c'est une redite un petit peu obligatoire. Le principe donc est le même qu'hier, diversité des formats, diversité des approches avec des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG, des philosophes, des chercheurs, des aventuriers, des artistes. Ils vont intervenir à plusieurs ou en solo sous différentes formes et évidemment en répondant à vos questions. Et donc, je vais à celles et ceux qui arrivent à Novac pour la première fois ce matin indiquer dans quelques minutes comment procéder, mais ce sera après l'ouverture officielle de cette matinée. Je vais vous demander d'accueillir Anne-Laure Bedu, qui est conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, la région qui a conçu, qui a voulu Novac. Elle est déléguée au transfert, à l'innovation et à l'accélération. Anne-Laure. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que nous avons, les équipes de la région, l'ADI, à vous accueillir ce matin. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de loin et je salue moi aussi Poitiers et Limoges qui sont en conférence avec nous. Alors, comme vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine et l'Aquitaine avant est une région qui est extrêmement engagée dans les sujets d'innovation, que nous accompagnons de manière beaucoup plus continue que dans le cadre de cet événement. Et nous avions justement voulu un temps fort qui permette d'être un petit peu la vitrine de tout ce que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine en matière d'innovation. Nous avons souhaité montrer également la diversité des domaines d'intervention qui sont concernés par l'innovation. Cette innovation, elle est véritablement foisonnante, elle est permanente. Et puis, on a aussi voulu, bien sûr, rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui portent l'innovation dans leurs organisations, un petit peu comme une flamme, et qui les animent au quotidien. Donc, nous avons eu des conférences hier, effectivement, qui ont traité de nos deux premières thématiques. Nous avons choisi trois thématiques parce que ce sont trois domaines d'excellence en matière d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Donc hier, le cerveau et l'espace. Aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, les océans. Et nous avons essayé de poser quelques jalons, de guider nos questionnements, de poser quelques idées sur finalement la manière dont on pouvait aujourd'hui concevoir l'innovation dans ces thématiques. Il y a en bas des ateliers également qui ont été très foisonnants avec des démonstrations d'entreprises, plus de 100 start-up et entreprises qui sont venues exposer leurs process, etc. Donc ça a été très riche. Et c'est vrai que cette innovation, elle est présentée aujourd'hui très souvent et absolument à juste titre comme un facteur de productivité et comme un facteur finalement comme on pourrait dire, de compétitivité. Donc il ne s'agit pas du tout de remettre en cause quelque chose qui était évident. Simplement, il faut ajouter à cet impératif un questionnement sur le fond de l'innovation. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que pour un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui, l'innovation, c'est séparé de la notion de progrès. Étienne Klein a commencé à en parler hier de manière très claire et en donnant quelques statistiques sur le rapport de l'Union européenne H2020 où le mot progrès disparaît au profit de celui d'innovation, cité 220 fois. Et on est obligé finalement de comprendre comment ce découplage s'est opéré entre innovation et progrès avec effectivement les questionnements sur l'intelligence artificielle,
avec finalement le fait que pour un certain nombre de nos concitoyens, la science est devenue suspecte. Sa sœur, la technologie, d'une certaine manière, nous impose aussi une forme d'asservissement. En matière scientifique, la question de la rationalité a muté. Beaucoup d'articles scientifiques expliquent comment finalement il y a aussi un découplage sur la notion de reproductibilité, sur le fait que finalement aujourd'hui on est dans des logiques de présomption, pas dans des facteurs de causalité à 100%, et ça c'est l'écologie qui fait ça à la rationalité scientifique. Et on est entré dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Et donc, à partir de là, on a un contexte historique qui est assez exceptionnel et qu'en tant qu'opérateur public, on ne peut pas ignorer et qu'on ne doit pas ignorer. Et nous avons, je dirais, à cet égard, un devoir de vigilance. Alors, le Conseil régional, qu'est-ce qu'il peut faire en ce sens? Donc accompagner les entreprises dans l'innovation, etc. Ça, on le fait de manière permanente et continue. Mais il peut aussi, à l'heure de ces défis, accompagner les citoyens, les entreprises, les organisations, les territoires dans leur questionnement profond, j'allais dire politique et éthique, sur le sens de l'innovation. Et donc, il s'agit pour nous de mettre l'innovation au sens du progrès humain et du progrès pour le vivant. Et il y a pour ça des indices et des signaux qui sont bien plus que des signaux faibles, qui sont des signaux forts. Un récent ouvrage a été écrit par Guillaume Pitron sur la guerre des terres rares, mais on peut citer bien sûr, ça a été dit hier, les questions de l'emploi de demain qui ne compenseront pas les emplois détruits, entre guillemets, d'hier et d'aujourd'hui. L'effondrement de la biodiversité qui doit continuer à nous guider. La question du changement climatique, contrairement à tous nos engagements, on continue d'augmenter l'émission des gaz à effet de serre. Les inégalités se creusent dans notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Et les flux financiers, je rappelle ce chiffre, 9/10 des flux financiers qui circulent sur la planète sont dédiés à des investissements non productifs. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que les questions scientifiques, les questions qui touchent à la technologie, ne peuvent plus être pensées autrement qu'en les couplant à des questions sociales, des questions éthiques, des questions politiques. Et donc, il y a un véritable enjeu citoyen à cet égard. Cédric Villani est intervenu à l'université Homme-Entreprise, c'était il y a 15 jours, et il a été interrogé sur la question de la responsabilité des scientifiques, qui est un sujet pour vous, il y a beaucoup de scientifiques qui sont là ce matin. Et cette question de la responsabilité, il l'a présentée en opposant deux personnalités, deux grands savants de la science de la physique. Il a opposé Léo Szilard et Alan Turing. Léo Szilard, c'était un juif hongrois qui a eu l'intuition, le premier, il n'est pas très connu, je ne sais pas si je demande dans la salle qui connaît bien Léo Szilard. Levez la main. Bien, monsieur, bien, merci. Donc Léo Szilard, il a eu l'intuition de la bombe atomique et l'intuition des réactions nucléaires en chaîne. Personne ne s'en souvient et pourtant cet homme a dédié absolument toute sa vie, je salue notre président Alain Rousset, Léo Szilard a dédié absolument toute sa vie à faire comprendre les risques qui étaient liés à l'utilisation politique de l'arme atomique. Alan Turing, lui, il a découvert le code Enigma et pour autant, il n'a jamais eu la moindre parole ou le moindre engagement politique. Alors on pourrait caricaturer ces deux savants, l'un détaché, l'un engagé, et l'appliquer aux politiques. D'une certaine manière, il y aura peut-être les représentants démocratiques, dont je suis, qui auront un engagement à l'égard des questions qu'on vient de soulever, et puis ceux qui finalement laisseront faire la main invisible sur les questions de la science et de la technologie, pour définir d'une certaine manière le projet de l'humanité. Alors moi j'ai envie de vous dire, on va faire mentir Max Weber, puisque ce sociologue en fait avait opposer l'éthique de la conviction du monde politique à l'éthique de la responsabilité des scientifiques. Et moi, j'ai envie de vous dire, il est grand temps, évidemment, que les représentants élus se saisissent de ces questions de l'éthique de la responsabilité. Donc, on va travailler deux problématiques, enfin, surtout la question de l'océan aujourd'hui. Il y aura également cet après-midi des conférences dédiées dans le cadre de l'Université du futur.
Et ce que j'ai simplement envie de vous inviter à faire avec nous, c'est de construire à la fois ces questionnements, de bâtir ensemble les solutions de demain. Et on a voulu que Novac soit un lieu positif où on construit ensemble justement ce sens de l'innovation dans des projets qui soient porteurs de sens. Et en ayant conscience d'appartenir, comme dirait la philosophe Corinne Pelluchon dans son magnifique ouvrage L'éthique de la considération, d'appartenir à un monde commun. Et je citerai également un philosophe qui est devenu un petit peu à la mode, Paul Ricoeur, qui parle de cette liaison ombilicale que nous avons avec le vivant. Je vous remercie, je vous souhaite un festival très inspirant et très stimulant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de le rendre stimulant, entre autres grâce à vos questions. Et donc, comme hier, vous allez, je vous l'indiquais, pouvoir interagir avec nos invités. Alors pour ça, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de sortir vos téléphones. Et on va tester ensemble le fonctionnement du dispositif. Ce dispositif, vous y accédez soit par SMS. SMS, évidemment gratuit, évidemment anonyme. 07 57 90 35 06. Je répète, parce que là-bas, vous voyez peut-être pas super bien le numéro. 07 57 90 35 06. Et vous pouvez également sur votre navigateur aller sur http://live.io/Novac, Novac avec un Q à la fin, comme vous le savez. Alors on va tester le dispositif avec un petit quiz grandeur nature. Voici la question. Le secteur cosmétique utilise du squalane pour la formulation de ses crèmes, le squalane étant une substance hydratante non grasse produite en grande partie à partir de l'huile de foie de requin profond. Question qui va revenir, combien de requins profonds sont ainsi pêchés chaque année pour produire du squalane? Vous avez trois possibilités, 270 000 tonnes, 2,7 millions de tonnes, 27 millions de tonnes. Si vous pensez que c'est 270 000, vous envoyez 1, vous envoyez 2 si vous pensez que c'est 2,7 millions, si vous pensez que c'est 27 millions, vous envoyez 3. Ok, je vous donne les résultats tout à l'heure et je demanderai à notre prochaine invitée de les donner. Si, elle les connaît. Je les lui rappellerai. Le programme de la matinée, d'ici une petite demi-heure, table ronde, qui va payer pour protéger les océans avec Françoise Gaille, Roland Jourdain, Patricia Ricard. On enchaînera à 10h autour des trésors du biomimétisme marin. Et là, Franck Zal, Julien Dalle et Ludivine Guérino vous raconteront sur quelles innovations ils travaillent leurs startups respectives. On fera une petite plongée musicale avec Pascal Joguet. Vous savez, c'est l'inventeur de Jouet, cet instrument absolument merveilleux. Il va nous entraîner musicalement au fond des océans. Ensuite, débat. Le 7e continent, vous savez, c'est le fameux continent de plastique. Existe-t-il vraiment et comment se débarrasser des plastiques dans nos océans? Ce sera avec Alexandra Terhal, Alexandre Deschlot et Thomas Binet. Et on termine en 3 temps. Les biopesticides à base d'algues sont-ils une réponse à l'utilisation des pesticides? Ce sera avec Laurent de Crasto et Christophe Brandy. Énergie marine, un bouillonnement de technologie, table ronde avec Marc Lafosse, Catherine Chabot et Philippe Biwix. Et enfin, comme hier, à la fin de chaque séquence, remise des prix de thèse par le Conseil régional, puisqu'évidemment, quand on parle innovation, on parle avant tout recherche. Lundi 23 avril 2018, la fondatrice de l'association Bloom a reçu, c'était à San Francisco, le prix Goldman, qui est considéré comme la plus haute distinction internationale dans le domaine de l'environnement. Je signale qu'elle était la 2e française à le recevoir, ce prix. Après, on va le rappeler, Christine Jean du comité SOS Loire Vivante, qui elle l'avait eu, mais c'était en 1992. Beaucoup de prix pour saluer l'action de Claire Nouvian et de l'ONG Bloom. Elle a eu entre autres, elle était femme en or de l'environnement, c'était en 2012. Elle a eu le prix de l'océan décerné pour son sens politique par une fondation américaine, c'était en 2017. Le Monde a dit d'elle, je cite, « Si la Madone des poissons se fait autant remarquer, ce n'est en réalité pas tant pour sa combativité, pour sa capacité de travail hors norme ou pour sa rigueur dans l'expertise scientifique, non. Si elle récolte autant de lauriers, c'est surtout parce qu'elle remporte les campagnes qu'elle mène. Et c'est sur le terrain de la lutte en faveur de l'environnement un fait malheureusement extrêmement rare. » Je vais vous demander de bien vouloir accueillir Claire Nouvian. Centre-scène. Ah d'accord. Oh oui, ou là-bas, comme tu veux. Bonjour. Je vais donner le résultat du quiz alors. Oui, on va demander aux gens ce qu'ils en pensent déjà. Oui. Est-ce qu'on peut afficher les résultats? Tadam! Ça arrive. Ah, vous êtes fort quand même, hein?
2,7 millions de tonnes, exactement 2,7 millions de tonnes. Et ce chiffre, il avait été révélé par Bloom, votre ONG. Bloom qui estime, je cite, que 90% de la production mondiale d'huile de foie de requin est destinée à la production de squalane pour le secteur cosmétique et qui précise que certaines espèces de requins profonds sont pourtant sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, il y a quelques années, il y avait un best-seller publié par Viviane Forester qui s'appelait L'horreur économique avec vous. Et quand on parle des océans, on a l'impression que c'est un peu l'horreur technologique et qu'on est en train de tout détruire. Néanmoins, peut-être petit rappel historique pour commencer, Claire Nouvian. Au départ, c'est quand même l'homme qui commence par faire des bêtises sans avoir tout un appareil technologique autour de lui. Oui, mais vous avez entendu Étienne Klein, je pense que vous savez que même quand il a un appareil technologique, ça reste l'homme qui fait des bêtises. C'est juste les moyens qui changent. Il les fait plus fort. Voilà. Oui, en fait, l'histoire de l'homme par rapport à l'océan, c'est une histoire de prédation qui s'accélère avec la technologie. Mais en réalité, on a du mal à dater les premières activités de pêche. On sait qu'à peu près au 10e, 11e siècle, on voit apparaître du poisson sur le menu des villes, à l'intérieur des terres. Donc on voit bien qu'il y a déjà commerce de poissons. Mais on estime que c'est vraiment jusqu'à l'apparition, on va dire, de la découverte des grands bancs de harengs, mais des bancs qui sont absolument gigantesques, qui sont composés de plusieurs centaines de millions d'individus de harengs par les Pays-Bas, en mer du Nord, qu'on arrive dans une échelle qui devient industrielle. On commence en effet à industrialiser notre captation de cette ressource. Aux Pays-Bas, il faut imaginer quand même qu'on est donc au XIVe, XVe siècle, XVIe se constituent des chaînes de production qui vont être un peu des préfigurations de ce qu'on va voir avec le Fordisme. C'est-à-dire qu'on a tellement de matières premières à travailler qu'on met en place des chaînes. Donc des énormes usines. On a des bateaux qui pêchent et à côté des bateaux-usines qui commencent déjà à saler le hareng. Donc on est déjà dans cette vision en effet avec le hareng d'une vision en fait de la ressource qui est d'une abondance qu'on imagine illimitée. Et cette vision-là d'une ressource tellement abondante qu'on ne pourrait pas l'épuiser est renforcée par la découverte des grands bancs, immenses bancs de morue, sur évidemment les bancs de Terre-Neuve, parce qu'on est devenu assez familier de cette histoire des guerres que ça a générées entre différents États, l'Islande, la Grande-Bretagne, le Canada, etc., pour avoir accès à la ressource. Parce que là, pareil, on découvre des bancs qui sont tellement gigantesques qu'on peut exploiter cette ressource de façon en fait quasiment industrielle. Ça génère des économies, ça structure nos économies, ça structure nos littoraux. Alors on a du mal à se rappeler ça, mais il faut imaginer que la morue est tellement abondante qu'on appelle ça le poisson. Quand on fait référence au XVIIIe siècle au poisson en France, on dit est-ce que tu as du poisson? C'est de la morue. Ça devient une unité de mesure, ça devient une monnaie d'échange. Dans le commerce triangulaire avec l'Afrique de l'Ouest, où on va acheter nos esclaves, bien souvent c'est la morue qui sert de monnaie d'échange pour acheter des esclaves. Donc on voit que ça structure entièrement nos économies, ça va avoir un impact absolument gigantesque sur l'ensemble de notre littoral et sur la perception qu'on a. Et c'est là que se forge en fait cette perception de ressources qui sont inépuisables. À l'époque, on va capturer jusqu'à les quelques grandes nations qui pêchent la morue, on va capturer 100 000 tonnes de morue par an. Au 19e, on arrive à 200, 300 000 tonnes de morue par an. Mais tout ça est toute l'histoire de la pêche, que ce soit l'histoire de la pêche au poisson ou l'histoire de la pêche à la baleine, parce que la pêche à la baleine, c'est aussi structurant. Vous savez, les premiers baleiniers sont des Basques. Hein, on commence à avoir des traces de pêche de la baleine au Pays Basque au XIe siècle. Donc ce sont des choses qui sont très anciennes pour nous. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, quand on voit un rorqual passer dans le golfe de Gascogne, je peux vous dire que ça fait la une des journaux. On a décimé les populations de baleines depuis très très longtemps. Et donc on a cet impact qui va évidemment être accéléré, qui va arriver dans des sphères en fait d'efficacité technologique qui sont devenues non maîtrisables et non maîtrisées, avec évidemment une suite d'inventions, notamment évidemment le moteur à vapeur. Quand les navires de pêche commencent à être équipés à la vapeur, ça change absolument tout. Ça change leur efficacité, la distance qu'ils peuvent parcourir, leur maniabilité. Pour les baleines, ça devient le début de l'hécatombe. On commence à mettre des hélices. On peut évidemment, à partir du moment où en 1868,
on invente le canon harpon avec un câble, vous imaginez bien que là, les baleines qu'on arrivait à harponner avant à la main, etc., et qu'on perdait beaucoup, il y avait quasiment 8 baleines sur 10 qui étaient perdues quand on les pêchait. À partir du moment où elles sont attachées à un canon harpon qui est câblé, on perd beaucoup moins les baleines. Quelques années plus tard, on va inventer une technologie qui permet d'insuffler de l'air dans les intestins de la baleine. Donc avant, beaucoup de baleines touchées coulaient, évidemment. C'était une perte énorme, jusqu'à 60% des prises étaient perdues comme ça. À partir du moment où, en effet, à la fin du 19e, on permet aussi d'insuffler de l'air dans les intestins, et pour finir, en 1925, on invente le plan incliné à l'arrière du bateau. Et le plan incliné permet évidemment, vous imaginez qu'avant ces énormes mammifères, on les attrapait et on les travaillait sur le bord du bateau. C'était instable dans des conditions de climat ou de météo qui pouvaient être un peu difficiles. Quand on passe au plan incliné arrière, ça change absolument tout en termes d'efficacité, de processing industriel de la baleine. Et donc toutes ces inventions permettent non pas de chasser les baleines franches comme on le faisait, mais maintenant de chasser d'énormes mammifères comme les baleines bleues, comme les rorquals. Donc nos prises de baleines explosent. Alors, une fois qu'on a, à la fin du 19e, il y avait quand même des voix qui s'élevaient, qui parlaient mais d'une boucherie insensée. Mais on avait déjà quasiment décimé les baleines dans l'hémisphère nord, donc on passe, à partir du début du 20e, on passe à la chasse à la baleine dans l'hémisphère sud. On estime qu'on a capturé, ce sont des mammifères qui ont une reproduction très lente, ça n'a évidemment rien à voir avec des poissons, on a capturé au XXe siècle, dans l'hémisphère sud seulement, 2 millions de spécimens environ de baleines. Ce qui est gigantesque. Donc évidemment, on prend conscience du fait que ce mammifère marin n'est absolument pas adapté à une exploitation aussi industrielle, à une échelle aussi gigantesque et monstrueuse. Mais il faut attendre 1946 pour la création de la Commission baleinière internationale et 1986 pour qu'on ait un moratoire sur des espèces de baleines qui sont menacées, avec un moratoire, comme vous savez, qui n'est pas exactement respecté par la Norvège, le Japon et l'Islande. La pêche, c'est la même histoire. En fait, ce qu'on va voir comme invention et comme innovation technologique sur la pêche baleinière, c'est la même chose qui sont les mêmes inventions qui permettent aux navires de pêche d'augmenter leur maniabilité, leur puissance, d'aller chercher ce qu'on a décrit comme une triple expansion, d'aller chercher, après avoir donc pêché ce qui était accessible, proche de nos côtes, on va aller plus loin, pêcher de nouvelles espèces, plus en profondeur. Donc c'est une expansion géographique, bathymétrique, parce qu'on enfonce nos filets de pêche, plus ça va et plus on les enfonce à la recherche de nouveaux terrains de pêche, et on va vers on a une expansion spécifique, c'est-à-dire qu'on va chercher de nouvelles espèces commercialisables. Donc cette tendance, elle est l'histoire de la pêche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit apparaître notamment des techniques de pêche qui ne sont absolument pas sélectives, comme le chalut de fond apparaît au XIVe siècle. En 1370, en Angleterre, apparaît ce chalut, donc les méthodes de pêche qui raclent tout, qui ne font évidemment, le tri se fait à bord du bateau, donc c'est un énorme gâchis. Les écologues terrestres se disent, mais il faut être fou furieux pour accepter de perdre autant de vie pour capturer quelques espèces. Ce sont des centaines d'espèces qui sont attrapées pour quelques espèces qui sont commercialisées. En 1370, apparaît le chalut en Grande-Bretagne. En 1376, 6 ans après, il y a déjà une pétition de tous les pêcheurs qui pêchent au casier, qui demandent au Parlement britannique d'interdire cette méthode de pêche. Vous voyez, donc comme quoi, c'est quand même fou, non? Il a fallu des années de recherche pour établir qu'en effet, le chalut était un engin non sélectif, destructeur, qui générait un gâchis gigantesque. Mais en fait, nos intuitions sont souvent les bonnes. Et on a besoin de corroborer nos intuitions par de la science, par des chiffres et des faits. Eh bien, malheureusement, au XIVe siècle, le chalut n'est pas interdit. On dit juste, bon, il n'a qu'à aller pêcher un peu plus en profondeur. Et on rate un peu le créneau qui nous aurait permis de rester sur des pêches qui étaient sélectives. Le casier, la ligne, les métiers d'hameçon en général. Or, cette histoire du chalut est vraiment primordiale dans l'histoire de la pêche et de cette histoire de l'innovation technique, technologique, qui va encourager en fait la destruction de l'océan. Parce que le chalut est devenu aujourd'hui la méthode de chalutage de fond qui racle les fonds et qui ne fait pas le tri, est évidemment immensément efficace pour faire du volume. Et il n'y a pas besoin d'être un pêcheur très expérimenté pour manier le chalut. Voyez, tout ce qu'il faut éviter, c'est de crocher. Il ne faut pas attraper. Donc, en fait, il faut préparer le terrain. Si votre filet accroche
des anfractuosités rocheuses, par exemple, ça peut mettre en péril pour le coup votre bateau ou votre filet, ça endommage les filets. Donc on prépare le terrain. Donc pendant toute la montée du chalut avec le moteur à vapeur, ensuite évidemment le fuel qui d'ailleurs remplace à partir du moment où on découvre le pétrole en 1859, ça change aussi la désirabilité de l'huile de baleine pour faire fonctionner nos économies. Mais le chalut augmente en puissance et en maniabilité et en efficacité. Et on se retrouve aujourd'hui avec la majorité des captures mondiales qui sont faites avec cet engin de pêche. Donc aujourd'hui, il faut bien se représenter que les zones de chalutage dans l'océan, c'est environ chaque année 2 fois le plateau continental qui est chaluté jour après jour par des bateaux de pêche industriels. C'est 2 fois la taille des États-Unis chaque année, c'est-à-dire 150 fois chaque année l'équivalent en surface des zones déforestées. Donc chaque année, des bulldozers des mers, ces chaluts de fond qui ne sont pas sélectifs, vont déforester l'environnement marin, mais à hauteur de 150 fois plus que ce qu'on fait subir à nos écosystèmes terrestres. Avec un cap supplémentaire, qui est le jour où on équipe ces chaluts d'électrodes. Alors, on équipe les chaluts avant ça, même, c'est vrai, aujourd'hui, on est arrivé à la pêche électrique parce que la tendance qu'on a dans la pêche... On voit derrière, d'ailleurs, une photo voilà, que vous nous ça, avez. Vous avez eu la gentillesse de nous ouais. ouvrir votre téléphone portable dans lequel il y a plein d'images. Oui, ça, c'est un séjour aux Pays-Bas où j'ai pu photographier donc, les chalutiers électriques qui vont vraiment tous à la messe le dimanche. Et qui, du coup, sont à quai. Donc, on peut les voir le dimanche et on voit la taille des engins. Et donc, un énorme socle qui racle, des panneaux de chaque côté. Et là, tout le long, des électrodes. Donc, aujourd'hui, on électrocute en plus l'environnement marin. Donc, on se rend compte que cette tendance de la pêche, c'est une tendance à attraper toujours plus à partir de moins. On voit bien qu'aujourd'hui, les ressources marines, ce qu'on appelle les ressources marines, mais parlons des populations, parlons des poissons. Les mérous, en Afrique de l'Ouest, les populations de mérous ont chuté de plus de 80%. Avant, un pêcheur sénégalais, il attrapait 80 mérous par pirogue. Aujourd'hui, plus aucun, pas un seul. C'est terminé. Les requins, tous les grands mammifères marins et les grands prédateurs marins ont tous des populations qui ont chuté entre 75 et 99%. On a eu la possibilité de vider l'océan. On a équipé nos bateaux de GPS, de radars, de sonars, de positionnement acoustique. Aujourd'hui, on peut non seulement localiser les stocks de poissons et les bancs de poissons, mais avec un système acoustique, on peut même savoir quelle est l'espèce qui compose le banc. Mais on a tellement réduit les tailles des populations sauvages qu'aujourd'hui, on ne peut même plus pêcher sans artifice. Ce n'est plus possible. Les thoniers, aujourd'hui, ceux qui vont chercher du thon, les thons, vous savez, qui sont tellement abondants historiquement que ça donne des récits qui sont absolument incroyables, comme Michelet, quand il décrivait les bancs de morue, il disait mais elles vont asphyxier la mer. On avait cette vision-là, tellement la ressource était abondante. Aujourd'hui, on ne peut plus pêcher de thon sans avoir des dispositifs de concentration de poissons, de façon à ce que les quelques thons qu'il reste s'agrègent autour, parce qu'il se trouve que les thons s'agrègent sous des objets flottants. C'est comme ça qu'ils font. Et donc, ils s'agrègent sous des dispositifs de concentration de poissons. Et c'est ainsi, donc chaque bateau espagnol, un thonier senior, même français, va mettre à la mer, un bateau espagnol va mettre jusqu'à 1000 ces espèces de, ce qu'on appelle les DCP, ces dispositifs. Ça peut être un radeau. Ça peut être un radeau avec un filet. Dès lors qu'il y a un objet flottant, le thon se met à tourner autour. Sauf qu'évidemment, les DCP, aujourd'hui, on leur a mis des balises satellites, ce qui fait que chaque bateau va savoir, repère s'il y a de la biomasse qui s'est agrégée sous le dispositif de concentration et va pouvoir envoyer son bateau de pêche une fois que la biomasse. Et donc, chaque bateau va déployer jusqu'à 1000 DCP. Donc, vous voyez, en fait, c'est une guerre technologique. Donc, le chercheur Daniel Pauly dit on a déclaré la guerre aux poissons et on l'a gagnée. Et quand on voit, en effet, que cette tendance d'attraper toujours plus à partir de moins continue et que dans cette évolution-là, on en arrive à électrocuter les poissons aujourd'hui, parce qu'en Europe, même si c'était interdit, on a levé un interdit parce que la Commission européenne a été vraiment très, très corrompue moralement sur cette affaire, et tout le dossier est en ligne sur le site de Bloom, est en faute morale, parce qu'elle a levé un interdit pour faire plaisir à un lobby qui est le lobby industriel des Néerlandais, qui sont donc vraiment une très, ça remonte très au XVe forte siècle, puissance si de... vous Oui, suivez, ça même au remonte bien XIVe. avant. Eh bien, on voit bien que les lobbies
sont dans la place, le sujet est d'actualité en ce moment, Ouais. et qu'ils obtiennent des décisions publiques qui sont iniques et qui continuent cette espèce de façon de regarder juste le pas d'avant. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la flotte de pêche qui est en difficulté? Parce qu'évidemment, ces chaluts sont dépendants, et je ne peux pas ne pas évoquer les subventions publiques, parce que cette méthode de pêche de chalutage, évidemment, qui racle tout, qui doit déjà déposer, avant même d'avoir attrapé le moindre poisson, doit déployer un matériel qui est lourd, immensément lourd, donc forcément, et qui est tracté. Donc on est dans une dépense d'énergie absolument sidérante. Donc d'un point de vue accord de Paris, lutte contre le changement climatique, on voit bien que cette méthode de pêche appartient au passé. Elle appartient au passé aussi parce qu'on est en train de vivre la 6e extinction du vivant, et que évidemment il ne faut plus accepter cet énorme gâchis qui serait intolérable s'il se passait en forêt, s'il se passait sur des écosystèmes terrestres. Mais là, on ne le voit pas. Mais là, déjà, on ne le voit pas, et on subventionne cette méthode de pêche qui est si énergivore et subventionnée. Et donc, sans nos impôts, il ne se passerait pas du tout la même chose. Et notamment, on n'aurait pas équipé les pêcheurs néerlandais d'électrodes qui leur permettent d'électrocuter maintenant l'ensemble de la vie marine. Donc vous voyez, l'innovation au service de la destruction de l'océan, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Europe. On essaie de se battre pour obtenir l'interdiction. Alors justement, deux petites questions avant de passer la parole à la salle. Et vous pouvez vous poser aussi vos questions au 07 57 90 35 06. La première, on voit bien comment l'innovation est destructrice concernant les océans, voilà, les poissons, les baleines, etc. Est-ce qu'il y a quand même quelques innovations qui, elles, pourraient permettre de restaurer, de sauver les choses? En gros, est-ce que vous auriez un tout petit signe d'espoir à nous donner, y compris de l'innovation politique et le combat que vous menez à travers Bloom? Et puis j'aurai une autre question après. D'accord. Alors, bon, l'espoir, c'est pas mon fort. Hein. Moi, faut pas m'inviter pour donner de l'espoir. Je n'en ai absolument pas. Mais j'ai la combativité. Enfin, ce que vous disiez, je pense que voilà, c'est l'homme révolté de Camus, quoi. C'est le Sisyphe heureux. Voilà, c'est moi, je suis Sisyphe. On est là. C'est le tonneau des Danaïdes, notre truc. En fait, on n'arrive pas à trouver évidemment de volonté politique pour régler les problèmes. Parce que régler les problèmes, vous imaginez bien, c'est archi simple. Hein. Déjà, je vais vous dire, il y a un truc qui est tout simple. On arrête de subventionner les pêches destructrices. Ça marche, non? Mais on ne le fait pas. Voilà, on ne le fait pas. Maintenant, je pense que la vraie innovation, ce serait d'avoir des systèmes politiques qui n'appartiennent pas au lobby, donc qui refusent l'influence néfaste de lobbies sectoriels. Alors on nous dit, aujourd'hui, Benjamin Griveaux et tout ça, il nous dit, ouais, mais attention, les lobbies, on les écoute, mais vous savez, oui, très bien, il n'empêche que nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez évidemment preuve de discernement, ça fait partie du code de déontologie de n'importe quel élu. Vous recevez des gens, bien sûr, ils ont le droit de venir faire valoir leurs intérêts économiques. Maintenant, distinguer ce qui est de l'ordre de l'intérêt général, d'une mission d'intérêt général pour vraiment préserver le long terme, et des intérêts sectoriels, privés, court terme. Cette distinction n'est pas faite. Même, en fait, on voit bien que quand Emmanuel Macron va en Bretagne, il est entouré de qui? Du président du comité régional des pêches de Bretagne, qui a fondé le plus gros lobby pour la pêche industrielle, qui s'appelle Bluefish, qui a été épinglé par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique, hein, comme étant une fausse association, un vrai lobby, etc. Donc ça, ce serait une vraie innovation. donc, en fait, justement, ils sont là, les lobbies. Les lobbies sont dans la place. Ce que Nicolas Hulot a dénoncé tout récemment. Vous lui avez écrit une lettre dans le Nouvel Obs, enfin dans l'Obs, pardon, tout récemment, dont le titre va me revenir. Merci d'avoir enfin craqué. Ça a l'air super sympa. Quand on lit le texte, la plume est quand même trempée dans le venin. Alors vous ne l'écrivez pas en ces termes, mais au fond, à vous lire, il a été un peu l'idiot utile d'Emmanuel Macron pendant un an. Il a couvert une politique qui n'en était pas une, non? Oui, moi je ne comprends pas, donc j'attends d'avoir une conversation avec lui, parce que je n'ai pas compris déjà initialement pourquoi Nicolas Hulot avait accepté de rejoindre ce gouvernement plutôt qu'un autre, parce que tout le monde le lui avait demandé en plus. Mais tout le monde lui avait demandé. Puis alors, je veux dire que Nicolas Sarkozy, qui était quand même, rappelez-vous, les 2 premières années du mandat de Sarkozy, il était dans une espèce d'énorme ouverture d'esprit. Il avait donné les clés de l'écologie à Borloo. Bon, après, ça a vraiment changé au bout de 2 ans. Mais les 2 premières années, il aurait fait n'importe quoi pour avoir Hulot dans son gouvernement. Il aurait arbitré des tas de choses fortes. Et donc, la politique, c'est la négociation. Rejoindre un gouvernement qui ne donne aucun gage, ça reste complètement inexplicable pour moi. Mais je suis quand même contente qu'il ait arrêté ce mensonge. Il est fini par dire stop. Oui, quand même, merci qu'on arrête le mensonge collectif. Comme le dit Edgar Morin lors d'une interview qui a été faite pendant le festival Climax,
une très belle interview croisée que je vous encourage à lire entre Avec Jane Goodall, Goodall c'est dans Libération. et ouais, dans Libération. Edgar Morin dit, voilà, non, c'est pas une question de est-ce qu'on va mettre l'écologie de façon compatible avec l'économie. C'est que l'économie actuelle, libérale, productiviste, etc., n'est pas compatible avec nos enjeux écologiques, et donc il faut repenser notre feuille de route. Après, j'ai quand même une innovation. Allez, ensuite je passe la parole à Jessica qui, j'imagine, a plein de questions. Il y en a une. Voilà. En fait, c'est un système. En fait, ça prouve aussi qu'avec de la volonté politique, quand les intérêts sont du côté national, on a quand même des choses qui fonctionnent. C'est qu'il y a un système satellite qui s'appelle Catapulte, qui permet de repérer les bateaux de pêche illégale. Vous imaginez qu'avant, avoir un garde-côte au fin fond de l'Antarctique qui partait à la course sur des milliers de milles nautiques derrière un bateau de complaisance qui attrapait de façon complètement illégale des ressources très très précieuses, c'était impossible, on avait très peu de chances de succès, etc. Aujourd'hui, c'est possible avec un outil satellite, donc il y a un système qui s'appelle Eyes on the Sea, et ils arrivent vraiment à arraisonner des bateaux de pêche illégale de façon très efficace. Donc voilà, il y a une innovation. Enfin, en gros, on a mis au service de la lutte contre la pêche illégale nos moyens de surveillance satellite. Ça, c'est bien. C'est peut-être pas mal. C'est très bien. Jessica, pour des questions du public. Merci Emmanuel. Et Alors, en effet, il y a beaucoup de questions. Alors, comme il y en a beaucoup, on va essayer de faire une sorte de ping-pong. Et plus c'est concis, et mieux ça va être, d'accord? Alors, pour les consommateurs soucieux de la vie des océans, que suggérez-vous? Faut-il arrêter de manger du poisson? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je pense que c'est comme toute chose. En fait, il faudrait manger beaucoup moins de viande parce que notre alimentation carnée pose aussi des problèmes à l'environnement et notamment au climat. De la même façon pour les poissons, en fait, il faut simplement raison garder. On a fait du poisson une commodité dans les pays riches, ce qui n'est absolument pas le cas. Quand on prend, nous, sur notre assiette, on vole quand même aux pays en voie de développement, notamment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notre surcapacité de pêche, notre problème, c'est la surcapacité. Retenez deux trucs. Surcapacité de pêche, pêche destructrice, on va dire subventionnée. Quand on retient surcapacité et subvention, on a compris tout le problème de l'équation. Et donc aujourd'hui, quand on a des surcapacités de pêche aussi énormes, autant de bateaux, aussi efficaces, aidés technologiquement chaque année par une espèce d'augmentation de leur capacité à pêcher, eh bien évidemment, on a pris tout ce qu'il y avait à côté de chez nous, et donc on envoie nos bateaux en Afrique, dans l'océan Indien. Et là, les répercussions sont malheureuses. Elles sont humaines. Là, elles sont humaines. Elles sont humaines, économiques. On déstabilise les économies des littoraux, de zones qui sont vulnérables. Donc on alimente l'instabilité politique et la misère humaine. Jessica. Une question qui prolonge la précédente. Que pouvons-nous Pardon, faire? si vous voulez prendre le temps d'applaudir, allez-y. On vous laisse le temps d'applaudir. Non. Il n'y a pas de problème. Présence, hein. Que pouvons-nous faire à notre échelle pour participer à la reconstruction de la faune marine? Alors ça, c'est une difficile question. Moi, je crois au travail associatif. En fait, je pense qu'il faut déjà financer les assos. Hein, n'hésitez pas, parce qu'on a quand même très très peu de budget. Et notre liberté de parole vient aussi du fait qu'on ne va pas quémander des subventions. Hein, donc évidemment, cette liberté de parole, elle a un prix. C'est comme la production de bons contenus dans la presse, ça a un prix. Hein. Donc pour pas boucler avec la directive sur ce que vient de voter le Parlement européen sur les droits d'auteur, c'est la même chose. Ça a un prix. Donc déjà financer des bonnes associations, il y en a un paquet qui font un très bon travail. Et je pense être en conscience, parler, en fait, notre grand sujet, c'est la lutte qu'on doit faire contre le contenu ultra débile que nous proposent des écrans à longueur de journée. Donc si on pouvait lutter contre l'effondrement de nos cerveaux et cette espèce de lutte contre la pensée complexe, et voilà, je pense qu'on ferait un grand travail collectif. Jessica. Une autre question sur le futur de la pêche. Est-ce que le futur de la pêche, ce sont des bateaux robots sans équipage? Et qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que justement, c'est une question, typiquement, la pêche, c'est politique et 100% politique. C'est-à-dire qu'on a affaire à une ressource commune, dans un espace commun. On ne peut pas administrer la pêche sans passer par de la politique. C'est ça le drame de la pêche. Et contrairement à l'agriculture, où en effet, on peut acheter un lopin de terre, et même si le gouvernement Macron a maintenant interdit les aides à l'agriculture bio et stoppé les aides, on peut faire la démonstration soi-même qu'on est capable de cultiver autrement. Quand vous voulez pêcher, vous voulez vous lancer dans la pêche, vous ne pouvez pas. Vous devez avoir une licence qui est attribuée de façon publique, un quota de pêche qui est attribué de façon publique, etc. Et donc, le futur de la pêche, c'est une question de débat public. Alors saisissez-vous de cette question-là, parce que personne ne s'en occupe à part quelques lobbies qui ont l'oreille, qui sont dans la place, même plus qu'ils ont l'oreille, ils sont dedans. Ils sont à l'intérieur, ils sont à l'intérieur, alors que c'est une question publique. Est-ce qu'on veut des bateaux
qui sont capables d'être pilotés quasiment à distance, comme font les Russes, enfin les Soviétiques avaient développé des bateaux de 165 mètres. Les Chinois font ça aujourd'hui, c'est du délire technologique. Ou est-ce qu'on veut revenir à une échelle humaine parce que l'emploi doit être une priorité? Pour nous, la priorité c'est l'emploi. Et l'emploi dans la pêche sans la ressource, de toute façon, ce n'est pas possible. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, Jessica, peut-être encore une question. Une dernière question. Comment protéger cet écosystème au niveau mondial quand chaque pays a des réglementations de pêche différentes? C'est aussi une question excellente et très dure parce que quand on est sur des eaux souveraines, jusqu'à 200 000 nautiques, on est chez nous et on fait ce qu'on veut. Eh bien, on peut dire éventuellement justement qu'on a un moyen de pression. Si on s'engage dans un dialogue, dès lors que le gouvernement ne serait pas complètement corrompu et complètement un dictateur africain, ça ne marche pas. Mais il y a quelques pays qui veulent s'engager sur la construction d'un peu du long terme. On peut imaginer qu'on peut les influencer pour adopter des mesures, des règlements, etc. de pêche. Mais en eau internationale, là, les eaux internationales, on reste dans cette histoire des ressources inépuisables. Cette vision des ressources inépuisables a dicté le droit international de la mer. Aujourd'hui, les pêcheurs peuvent pêcher tout ce qu'ils veulent. Et ils vont à quelques réunions pour faire comme si, etc. Mais on est dans du droit onusien, donc du droit mou, du droit qui n'a pas de dents. Et aujourd'hui, s'entame, vous savez, c'est entamé d'ailleurs une session de négociation sur un traité pour la haute mer. Et ce serait l'occasion de faire rentrer dans le périmètre de cette négociation, de ce traité international, la pêche. Mais imaginez bien que les lobbies ne sont absolument pas d'accord et que la France n'est pas d'accord pour mettre à l'intérieur du périmètre de ce traité international la pêche pour qu'on réglemente les activités de pêche. Donc je peux vous en dire plein d'autres sur ce que le gouvernement a fait, si vous voulez. Parce que le gouvernement Macron a aussi bloqué la création d'aires marines protégées dans l'océan Indien. J'ai fait une tribune dans l'Obs début juillet là-dessus. Vous voulez, on a quand même... Et le gouvernement Macron est en train de militer auprès de la Commission européenne pour réintroduire les subventions à la construction de nouveaux bateaux. Alors qu'on a entre 2 et 4 fois trop de bateaux qu'on exporte chez les pays, vers des pays qui, pour le coup, sont beaucoup plus vulnérables. Donc je peux vous dire que être au courant des affaires publiques, suivre ça, parce que les poissons, c'est politique, l'océan, c'est politique, suivre ça et faire pression, écrire des tweets, on est réduit, de toute façon, à la part congrue, les constitutions ont organisé l'impuissance citoyenne, donc on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on fait du bruit, on écrit, on dit notre mécontentement, et on le dit notamment aux chaînes de grande distribution, parce qu'ils distribuent 75% du poisson en France, c'est quand même la grande distribution. Leur faire savoir que vous voulez du poisson traçable, tracé, humain, qui génère des emplois sans subvention, avec peu d'impact sur l'environnement, et au gouvernement, ça ferait une énorme différence. Parce que sans vous, nous, on n'arrive à rien, que les choses soient dites. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Claire Nouvian, merci beaucoup. Merci encore. Et on peut lire dans l'Obs, ce sont des chroniques toutes très régulières, donc on peut aussi suivre dans l'Obs toutes ces prises de parole. Alors justement, vous posiez la question et on parlait des dispositions internationales. Pendant longtemps, les discussions sur le changement climatique n'ont absolument pas pris l'océan en compte. Il y a quand même eu une mention modeste dans le préambule du texte de l'accord de Paris, je la cite. Il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans. Malgré tout, c'était une victoire symbolique, un tout petit pas dans la prise de conscience collective. Reste à passer évidemment de ce constat aux actions concrètes. Qui va payer pour protéger les océans? C'est le titre de cette table ronde. 3 invités pour y participer. Je vais demander à Françoise Gaille, on va faire les présentations sur les côtés comme ça. On sent bien que vous qui êtes un petit peu excentré, vous nous voyez moins bien. Françoise, qui est biologiste, spécialiste des écosystèmes océaniques profonds, directrice de recherche au CNRS, directrice de recherche émérite au CNRS, coordinatrice scientifique de la plateforme internationale Océan et Climat, qui est un think tank international qui regroupe plus de 70 organisations et qui porte un plaidoyer sur les enjeux de l'océan et du climat auprès des politiques, des décideurs, des grands publics. Si on a bien entendu Claire Nouvian, il y a du travail et vous ne serez pas de trop. Alors fin août, vous avez déclaré dans Libération, je vous cite, « Il y a une limite de chaleur que l'océan peut capturer, mais nous ne la connaissons pas encore. Atteindre ce seuil de saturation aura des conséquences dramatiques pour la vie sur Terre. » En quelques secondes, avant de rejoindre les autres débattants, quelles conséquences? Ça va marcher, ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Voilà. Je pense qu'une des choses à savoir, c'est que l'océan... c'est une sorte de grande machine à laver qui va tout régénérer. Et par conséquent, s'il y a
une diminution de sa capacité de régénération, on va avoir un océan qui va perdre tout son oxygène, par exemple, la qualité de ses sels minéraux, une caractéristique aussi de diminution de la diversité des habitats. Et donc, pour rejoindre ce que disait Claire Nuvian tout à l'heure, une réduction du nombre d'espèces et du nombre aussi de poissons qu'il y aura pour l'alimentation humaine. Et avec, j'imagine, en cascade, tous les effets qui ont été décrits par Claire Nouvian Oui, tout à fait. sur les hommes, eux, sur la Terre. Merci beaucoup, Françoise. Je vous propose de me suivre et je vais demander à Roland Jourdain de nous rejoindre sur la scène centrale. Roland Jourdain, faut-il rappeler que vous êtes navigateur? Je ne peux pas donner tout votre palmarès parce que là, il faut une demi-heure. Hein. Je vais juste signaler à celles et ceux à qui ça aurait échappé que vous êtes double champion du monde IMOCA, vainqueur de 2 éditions de la Route du Rhum en 2006 et 2010. La Jacques Vabre, vous l'avez gagné en 95 et 2001. Vous êtes ici aussi parce que depuis, vous avez créé un fonds de dotation qui s'appelle Explore, qui est un incubateur d'exploration au service de la planète, financé par des mécènes et qui a pour ambition d'accompagner des explorations à but scientifique ou écologique tout autour du monde. Pour faire juste connaissance et lancer le débat, moi j'avais une question à vous poser qui est simple. Vous êtes allé à des endroits où la plupart d'entre nous n'iront absolument jamais, dans les mers, sur les océans. Est-ce qu'au long de votre longue carrière de navigateur, vous avez de vos yeux vu les effets de la surexploitation de l'océan, du réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on voit quand on est au niveau de l'océan? Le décor est bien posé par Claire. Alors, il faut rester extrêmement prudent parce que j'ai pas de réaction scientifique parce que moi, j'y passe de temps en temps. Mais on va dire sur une trentaine d'années, qu'est-ce qui sont les choses les plus frappantes? C'est par rapport à l'évolution des technologies qu'on a aussi à bord. C'est sur votre écran d'ordinateur. Aujourd'hui, vous pouvez compter le nombre de bateaux qui est autour de vous. Vous dézoomez. Il y a ce qu'on appelle l'AIS. Enfin, les différents bateaux de différentes tailles sont là. Et donc, il y a des endroits où il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a des autoroutes. Donc, on sait que 90% à peu près du commerce mondial se fait par la mer, donc ça engendre forcément des dommages collatéraux. Alors je ne peux pas compter le nombre de poissons que j'ai sous la quille, mais c'est vrai que la pêche, on l'a vu, on le voit aller de plus en plus loin, et dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, donc cet endroit de la planète où il n'y a pas de terre en fait pour arrêter la mer, c'est quand même très loin de tout, même si on y va assez facilement en bateau aujourd'hui. Ça m'est arrivé de prendre des bâches en plastique dans le gouvernail et de heurter des caisses de poissons en plastique parce que sur la zone des Kerguelen. Ce qui ne serait jamais arrivé il y a 30 ans. En tout cas, ce qui ne vous était pas arrivé il y a 30 ans. Oui, il y en a effectivement beaucoup plus. Et ce qu'on voyait dans le golfe de Gascogne, ça fait une trentaine d'années. C'est vrai que c'est un peu moins sale maintenant ici. C'est surtout que c'est beaucoup plus petit. Mais ça se voit en macro-déchets sur les nouveaux continents, on va dire, entre l'Afrique ou le Brésil ou l'Asie. Et ben là, ces déchets, je ne parle pas que du plastique, là, ça se voit. Alors quand on navigue en solitaire, des fois on dort, donc on a l'impression que la mer est propre, mais quand on est en équipage, on a un rapport. Vous avez le temps de regarder. Ouais. Merci beaucoup, Roland Jourdain. Je vous propose de vous installer à côté de Françoise et je vais demander à Patricia Ricard de monter sur la scène, qui est située à ma droite. Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui est situé sur l'île des Ambiers dans le Var. Merci. Votre institut qui mène depuis plus de 50 ans, on va s'installer ici, comme ça on va... Voilà, formidable. Depuis plus de 50 ans, qui mène des recherches en Méditerranée. L'objectif, c'est de connaître et de faire connaître et protéger la mer. Je signale que vous êtes également porte-parole de la plateforme Océan et Climat. Vous aviez créé, je le signale parce que c'était en 91, vous étiez âgé de 5 ans, vous aviez créé avec Marie-Pierre Cabello les Mardis de l'environnement et animé aussi l'émission Planète Forum pendant 3 ans. Enfin, en 2015, vous avez présenté au Conseil économique, social et environnemental un rapport sur le biomimétisme. Je le signale parce qu'il avait été adopté à l'unanimité. Vous aimez, Patricia, rappeler que nous vivons sur un tiers émergé de la planète Terre, cerné par un océan global. Nous sommes donc tous des insulaires. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a des gens qui, dans certains pays, ne sont pas du tout insulaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours à l'esprit l'impact que l'océan a sur nous, même si on vit tout en haut des montagnes de l'Himalaya, et on n'a pas non plus l'impact que nous avons, nous, sur l'océan, même si on ne vit pas forcément au bord d'une côte. C'est simple, dès que vous utilisez de l'eau, dans une usine ou dans une cuisine, vous avez un impact sur l'océan. Dès que vous faites des émissions de carbone, vous allez avoir un impact sur l'océan. C'est-à-dire que vraiment, l'océan, 2 tiers de la planète, c'est vraiment le cœur de la machine climatique, et c'est le miroir de toutes nos actions. C'est le cœur de la machine humaine. C'est le cœur de la machine humaine, c'est aussi notre mémoire
l'histoire de tout ce qu'on a pu mettre avant, mais c'est aussi notre futur. Voilà. Donc il faut vraiment intégrer l'océan dans notre pensée d'humain terrestre. Et c'est pour ça que quand on est insulaire, on a une conscience différente de l'océan. Et c'est ce nous avions dit d'ailleurs avec Françoise Gaël quand nous étions à la COP à Bonn, puisque c'était Fidji qui recevait à Bonn, et on avait fini sur l'Ocean Pathway. Et c'était donc, nous sommes tous des insulaires et nous avons tous un impact et une responsabilité vers l'océan. Merci beaucoup, Patricia. Vous allez me suivre, rejoindre Françoise Roland et Julia Zimmerlich, journaliste qui anime pour Le Monde, que vous pouvez lire aussi, parce que c'est elle qui a fait l'essentiel des contenus à propos de Novak sur le site internet du Monde. Je signale aussi, je n'ai pas fait les présentations tout à l'heure, que Jessica Gourdon, qui posait des questions, est également journaliste au Monde et que vous allez l'entendre animer tout à l'heure des débats. Julia. Merci Emmanuel. Donc Françoise Gaille, on l'a vu, hein, l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. Demain, quels seraient les impacts sur nos vies, sur notre économie? Ça a été un petit peu abordé évidemment par Claire Nouvion à l'instant, mais quels sont les autres impacts sur notre économie si on ne fait rien pour protéger les océans? Ils sont multiples. Concernant le changement climatique, la température va s'accroître. On l'a vu cet été, mais déjà depuis quelques années. Si cette température augmente, tout ce qui est glace, tout ce qui est polaire va fondre, donc élévation du niveau de la mer. Et si la température également s'accroît, le volume d'eau dont on dispose dans l'océan va également s'accroître. Et donc, par exemple, depuis quelques années, on a commencé par penser qu'à la fin du siècle, on aurait en gros 60 cm d'élévation du niveau de la mer. 4 ans après, en 2012, on a pensé que non, finalement c'était 1 mètre, et aujourd'hui on pense que c'est au moins 2 mètres, etc. Donc ça veut dire concrètement, tout ce qui est le littoral va être confronté à des problèmes que les politiques vont avoir à gérer. Et ça, je crois qu'il faut anticiper cette question. C'est un des aspects. Mais il va y avoir, par exemple, des petits États, les petits États insulaires, qui, eux, vont être potentiellement rayés de la carte. Ça veut dire disparition des États par des phénomènes climatiques, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis, il va y avoir d'autres conséquences. On est dans une région où on a des bonnes huîtres, les fines de Clair, par exemple. Si il y a accroissement de l'acidification de l'océan, les huîtres en question vont être confrontées aussi à peut-être des problèmes de pathologie, des problèmes de disparition de larves, et donc, etc. C'est-à-dire toute une chaîne, ce qui explique bien en quoi l'océan est un grand écosystème qui est à la base aussi de la vie sur Terre. Et quelles seraient les conséquences de la destruction des récifs coralliens? Parce que là, ils sont vraiment en très mauvaise santé. Qu'est-ce que ça a comme impact potentiellement sur nos activités? Alors là, on commence à avoir un grand débat là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est paradigmatique, c'est emblématique. Les récifs coralliens, on le voit, ils blanchissent avant de dépérir. Donc le changement climatique a un impact. On voit en tout cas une corrélation entre les quantités de surface corallienne qui sont confrontées à cette dégénérescence. Et puis finalement, il y a eu Serge Plane avec le CRIOB, par exemple, qui a fait pour les Nations Unies une étude avec d'autres, beaucoup de scientifiques, qui ont montré qu'il y avait des zones dans le Pacifique, par exemple, où ce n'était pas forcément le cas. Donc commence à pointer l'idée que finalement, tout n'est peut-être pas complètement perdu et qu'il pourrait y avoir une variabilité qu'on n'a pas encore identifiée, dont les causes ne sont pas encore bien identifiées, mais qui nous permettrait d'avoir un réensemencement. J'ai la conviction qu'il faut qu'on mobilise, pour mobiliser tous les citoyens, les États, etc., il faut qu'on soit tous responsables. Quand j'ai vu, moi, les plastiques en mer, je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Je me suis sentie concernée. Et vous vous êtes dit qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et donc je pense que cette notion de responsabilité, elle est incarnée par un concept que j'ai découvert il y a déjà 6 ans et qui me trotte dans la tête déjà depuis un moment, qui est ce concept de bien commun de l'humanité. Le bien commun, ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient à tout le monde.
Donc on en est tous responsables. Et donc cet appel vise Et à donc faire en cet sorte qu'on appel se sente vise à tous ce que l'océan, responsables. au niveau des Nations Unies, soit reconnu comme un bien commun. Et nous saisissons, parce que c'est un appel que nous avons lancé avec Françoise Gaille, avec Patricia Ricard, avec l'Institut français de la mer, qui est présidé par des gens formidables. Notre idée, nous saisissons l'opportunité de la négociation qui vient de s'ouvrir sur la haute mer, où on va poser, Françoise Gaille l'a évoqué un peu tout à l'heure, le concept de patrimoine commun. Et on va, nous, essayer avec la France, puisque la France est mobilisée aussi sur le sujet à nos côtés, D'obtenir et cette avec la société reconnaissance. civile, on va essayer de pousser pour que le bien commun soit posé sur la table. Merci beaucoup. On vous rejoint dans quelques instants. C'est Jessica Gourdon qui va animer cette dernière table ronde. Quand je dis on, c'est-à-dire Philippe Biwix et moi. Philippe Biwix, qui est ingénieur centralien, spécialiste des ressources renouvelables. Il a publié au Seuil, c'était en 2014, un ouvrage très remarqué. Bonjour Philippe, qui s'appelait L'âge des low-tech, analyse des impasses de la croissance verte. Alors, les low-tech, ça a été cité ce matin, je ne sais plus par qui, mais on a parlé des low-tech. Oui, j'ai entendu. En 2 mots, on peut définir ce que sont ces low-tech? Je devrais dire avec l'accent, c'est de l'anglais, c'est pas des low-tech. Oui, alors on tombe tous facilement dans les anglicismes. On fait des screenings au lieu de faire des recherches, etc. Donc low-tech. Alors low-tech, en fait, c'est construit par antonymie des high-tech, évidemment. Donc, alors il y a plusieurs manières de les voir. Elles ont différentes voies génétiques. Il y en a une qui est plutôt la mienne, qui est l'opposition au high-tech. Opposition au sens pas néoludisme, retour à la bougie, etc., mais au sens alerte, au sens du fait que les high-tech ne vont pas forcément nous sauver, et peut-être même bien au contraire, et c'était l'objet un peu du livre qui explique comment finalement on accélère, j'en reparlerai tout à l'heure si j'ai l'occasion, un peu ces phénomènes difficiles. Pardon, oui, Il est là, le on livre, m'a demandé de l'amener, alors on va le montrer. c'est pas pour moi. Voilà, donc Je suis bien là. attention aux technologies salvatrices, parce qu'on a l'impression qu'on va tout résoudre par la technologie. En fait, c'est sans doute loin d'être le cas, notamment à cause de la problématique des ressources non renouvelables. Voilà. Et puis il y a d'autres manières de faire les low-tech. C'est plutôt le Corentin de Châtel-Perron, mon ami, qui s'occupe du low-tech lab et qui, lui, en fait, vient plutôt de tout ce qui est, on pourrait revenir aux années 70 avec Ivan Illich ou Ernst Friedrich Schumacher sur la question des technologies appropriées et aujourd'hui comment des choses qui ont été développées dans les pays du Sud, on peut les réimporter chez nous parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles sont durables, résilientes, locales, maîtrisables, autonomes. Ce qu'on appelle parfois tout ce qui tourne autour de la frugalité aussi. Oui, ça va avec ça aussi. Qui vient. Absolument. Venez avec moi, Philippe, vous allez rejoindre les autres intervenants de cette dernière table ronde. Merci Emmanuel. Pour laquelle on aura normalement encore un tout petit peu de temps pour des questions du public, de vos questions au 07 57 90 35 06. Catherine Chabot, vous êtes une grande navigatrice et on est là ce matin pour parler des énergies marines renouvelables. Peut-être rappeler en préambule qu'entre les marins et les énergies renouvelables, c'est une liaison qui a commencé il y a des dizaines d'années. Roland Jourdain pourrait aussi en parler. Sur nos bateaux, ça fait des années que nous embarquons des panneaux solaires, des éoliennes, maintenant des hydroliennes. C'est d'ailleurs même une technologie, les hydroliennes sur nos bateaux, qui est ancienne et qui a été remise au goût du jour parce qu'elle a été optimisée. Et donc aujourd'hui, moi, la leçon que ça m'a donnée, parce que pour tout vous dire, j'ai fait mon premier Vendée Globe, j'avais 2 groupes électrogènes avec moi et bon, j'ai été bousculée par une vague dans l'océan Indien et je me suis retrouvée en panne de mes 2 groupes électrogènes. Et donc j'ai fait et en panne de mes 2 éoliennes. Alors avec 2, j'en ai fabriqué une. Et finalement, j'ai fait la moitié de mon tour du monde rien qu'avec des énergies renouvelables. La leçon que ça m'a donnée, et je pense que ça nous donne tous, c'est que ce qui est important à terre comme en mer, c'est de travailler avec l'énergie qu'on a autour de soi. Et voilà, je pense que je crois beaucoup au mix énergétique, mais j'aurai l'occasion d'en parler. C'est une belle leçon. Alors peut-être pour commencer cette table ronde, je vous propose de demander à Marc Lafosse de nous faire un peu de pédagogie sur ce sujet. Les énergies marines renouvelables, il y en a plein, il y en a certaines qui se développent plus ou moins vite. Marc, est-ce que vous pourriez nous les présenter rapidement? Parce qu'il y en a plein, vous les connaissez peut-être. Il y a l'éolien sur pied, flottant, le houlomoteur, le marémoteur, l'hydrolien, les échangeurs thermiques. Faites-nous un petit panorama de ces différentes techniques. Alors, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Alors, l'énergie à laquelle on pense quand on est en mer, évidemment, en premier lieu, surtout quand on a une navigatrice avec nous, c'est évidemment le vent en mer. Donc, l'idée, c'est de capter ce vent en mer qui est un peu plus prédictible que sur la Terre. Et en plus de ça, l'espace qui est devant l'éolienne, qui est totalement nu, permet d'avoir des vents qui sont plus forts.
Deuxième sujet qui est extrêmement intéressant. Alors, je crois qu'on a des photos d'éoliennes qui pourront illustrer votre propos, mais allez-y, continuez. Ce qui est intéressant également dans cet éolien en mer, voilà, c'est impeccable, c'est qu'on va pouvoir installer ces technologies au large des côtes et dans les questions d'acceptabilité, ce sera beaucoup plus acceptable qu'au fin fond de son champ sur Terre. Je ne vais pas rentrer dans le débat de l'acceptabilité, et on voit, de l'esthétisme. c'est très, très grand. Et c'est très très grand, c'est la course au gigantisme au niveau de la planète. Là, vous avez une technologie de 5 mégawatts. Les pales font à peu près 60-70 mètres de longueur. Et vous voyez ce bateau, qui est un bateau qui flotte et qui se met sur ses pieds, ce qu'on appelle un jack-up, pour pouvoir monter cette machine en haut de son mât. Donc on a plusieurs techniques pour fixer ça, mais la grosse limite technique de cet éolien offshore posé ou planté dans l'océan, c'est que la colonne d'eau de l'océan ne peut pas être au-delà, supérieure de 40 mètres. Et donc, les ingénieurs ont réfléchi à aller un petit peu plus loin que cette technologie fixe. Et c'est comme ça qu'est né l'éolien flottant, qui permet d'aller dans des eaux beaucoup plus profondes, à peu près 250 mètres de profondeur. L'éolien fixe sera par exemple plutôt sur la France métropolitaine du côté de la Manche ou de l'Atlantique, et l'éolien flottant plutôt pour la Méditerranée, qui a un plateau continental, c'est-à-dire la partie du continent qui est sous l'eau, qui plonge très proche des côtes et où les profondeurs de l'océan ou de la mer sont plus importantes. Donc de ce fait, la technique est en train d'évoluer, elle est en train de se tester, cette technologie de flottante par rapport à l'éolien posé. Alors j'ai bien compris dans les présentations tout à l'heure qu'on a accumulé un certain retard, je suis complètement d'accord avec ça. Peut-être que je débattrai un petit peu plus sur ce sujet un peu plus tard, mais en tout cas, la France a un énorme potentiel dans l'éolien offshore. Et les autres pays européens ont pris ce train en marche, sont en train d'avancer énormément. Ça fait 25 ans qu'on a des éoliennes offshore au large du Danemark. On est même en train de démanteler ces premiers parcs parce que les machines ne sont pas assez puissantes. Elles ont énormément progressé. Et c'est là l'intérêt. Peut-être rappeler qu'en France, actuellement, on en a 0. On en a exactement 0, tout à fait, alors qu'elles ont été attribuées en 2012 et en 2014 par des appels d'offres, puisque évidemment la mer appartient à tout le monde, mais d'un point de vue juridique, il y a une responsabilité et l'État exerce sa souveraineté sur une zone jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Et sur ces zones, il y a eu 6 fermes qui ont été attribuées. Malheureusement, il y a eu beaucoup de recours. La question juridique a été un petit peu longue et depuis très peu de temps, depuis le 22 juin dernier, le gouvernement d'Emmanuel Macron est tombé d'accord sur un tarif d'achat, voilà, parce que cette énergie est rachetée. C'était un élément qui bloquait dans ce long processus. Il y avait un différent sur le tarif rachat qui était jugé, le gouvernement voulait un tarif moins élevé que les producteurs et du coup ça a bloqué la situation pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, un accord a été trouvé, mais finalement, ces éoliennes offshore, on ne les verra pas avant 2021-2022. Je pense que peut-être les premières sont là en 2020, mais en effet, ça c'est quand même plutôt le timing qu'on s'est donné. Ce qui est très intéressant dans cette discussion, c'est que chacun, à la fois industriel et politique, ont fait un pas vers l'autre. L'économie qui a été faite à l'occasion de cette renégociation est de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, évidemment, ce n'est pas une paille. Et ces 15 milliards d'euros seront fléchés sur les énergies renouvelables marines, et notamment l'éolien flottant que vous avez derrière vous, qui permet là aussi de nouvelles innovations et sur lequel la France peut être là aussi une nation pionnière, à la fois dans la production, mais aussi à la fois dans la construction. Et c'est là que c'est intéressant dans les énergies marines renouvelables, c'est qu'on a un savoir-faire très français. Aujourd'hui, c'est à peu près 2600 emplois cette année en France. On a des projections d'aller jusqu'à 30 000 emplois à l'horizon de 2025. Et ces grands industriels, tels que GE, tels que Naval Energy, tels que tout un tas, sont en train, évidemment les énergéticiens EDF Renouvelables et ENGIE, sont en train justement de se développer dans ce domaine-là. Alors on va continuer le panorama de ces énergies marines renouvelables. Vous avez une photo de votre... Alors ici, vous avez le houleau moteur qui est assez... représentatif en Aquitaine, puisqu'on a une ressource extrêmement importante grâce à notre côte sableuse et son orientation par rapport au golfe de Gascogne. Vous avez une très belle technologie dont je crois avoir aperçu le porteur tout à l'heure, ACE, qui a été mise à l'eau il y a quelques jours du côté de La Rochelle. C'est un démonstrateur. Ça veut dire quoi un démonstrateur? Ça veut dire qu'elle va valider cette technologie, cette machine, le concept de capter l'énergie des vagues et de la houle. C'est une étape importante pour valider un concept et pour l'industrialiser derrière. Donc là, on parle de maturité. Autant l'éolien offshore, il y a aujourd'hui 100 fermes éoliennes offshore en Europe
qui sont en pleine exploitation depuis 25 ans, autant le houlomoteur, il est au début de son développement et en ce moment même, ces tests permettent de valider cette technologie qui est donc, on le voit bien, derrière le pont qui relie l'île de Ré à La Rochelle. On continue le panorama, on arrive à... Alors une énergie thermique des mers, qui est plutôt une énergie qu'on va trouver au niveau des latitudes tropicales et équatoriales, qui est là aussi au stade de développement encore un petit peu moins important que le houlomoteur. Le principe étant de faire une énorme pompe à chaleur entre une eau froide qui va être pompée à peu près à 800 1000 mètres de profondeur et une eau chaude qui est toujours chaude à la surface du fait de sa latitude. Et le différentiel des deux va permettre de vaporiser un gaz et d'actionner une génératrice qui produira l'énergie électrique. Et on peut faire de la climatisation comme ça en utilisant et également de la climatisation, ce qui existe déjà en profondeur. Polynésie française notamment, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et puis l'hydrolien, je le disais un petit peu en préambule, évidemment, tout simplement capter les courants marins avec des technologies plutôt un peu comme une éolienne que l'on mettra sous l'eau, ou bien là aussi en s'appuyant sur du biomimétisme, comme on le voit sur la petite vidéo en bas à droite qui reprend le mouvement de la caudale d'un poisson pour produire de l'énergie électrique. Donc ça, c'est à Bordeaux, c'est un démonstrateur, c'est un projet qui a nécessité un investissement d'à peu près 3 millions d'euros. Aujourd'hui, cette phase de test, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ça vous paraît concluant? Vous me disiez que ça permettait de créer de l'énergie pour à peu près une centaine de foyers. Alors en effet, on s'est lancé depuis quelques années dans la création d'un site de test pour permettre aux turbiniers qui développent ces turbines, il y en a énormément dans le monde, il y en a à peu près 150, de trouver un contexte à la fois économique, à la fois de savoir-faire, je dirais industriel, localement, avec une myriade de partenaires de Nouvelle-Aquitaine et de la métropole de Bordeaux, de pouvoir se connecter au réseau et d'avoir là aussi un sujet dont on a parlé un tout petit peu, la capacité de le faire instantanément, donc d'avoir obtenu toutes les autorisations administratives et juridiques. Et donc l'idée, ça a été, on le voit sur la photo en haut à gauche, d'avoir 3 emplacements. Donc il y a 3 emplacements où le câble électrique remonte à cet endroit-là. Il est connecté au réseau électrique, donc tout électron qui est produit est envoyé en effet aux premiers Bordelais, qui sont plutôt ceux du quartier Saint-Pierre et Saint-Paul pour ceux qui connaissent, sur la rive gauche. Et on a du coup contractualisé cet emplacement avec un premier turbinier qui est arrivé au mois de janvier de cette année, qui s'appelle HydroQuest, qui est une technologie du côté du Rhône-Alpes, de Grenoble exactement, et qui est venu avec la machine que l'on voit en bas à gauche, qui est en quelque sorte un cube qui fait 4 mètres d'arête, qui produit une puissance de 80 kW. Et cette machine est en test. Donc on accompagne à la fois Énergie de la Lune sur les aspects environnementaux, Valorem sur le suivi énergétique et Serenis sur le sujet mécanique, le développement de cette filière, de cette technologie, pour qu'évidemment, le plus rapidement possible, elle rentre dans une maturité qui lui permette de se développer. Et notamment, cette technologie va aller se tester ensuite au large de la Bretagne, à Paimpol-Bréhat. Et alors, cette filière, elle a connu une sacrée mauvaise nouvelle cet été, parce que le principal fabricant, Naval Energy, a décidé d'arrêter sa production sur le site de Cherbourg. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors cette nouvelle, elle est évidemment pas bonne pour la filière. Elle nous amène à un enseignement, c'est que des gros industriels, pour l'hydrolien, c'était peut-être pas très adapté. Aujourd'hui, l'hydrolien, il a besoin d'aller s'installer dans les pires endroits du monde, là où il y a les plus grands courants, là où les navigateurs ne sont pas forcément toujours très heureux d'aller naviguer, et où il va falloir remporter ce défi du gigantisme et d'avoir quelque chose de lourd au fond de l'eau. Moi, j'ai l'impression que Naval Energy a vu les choses un peu trop en gros. C'est un marché qui n'est pas non plus énorme au niveau de la planète. Si je commence à parler avec des gros mots, c'est-à-dire commencer à parler en gigawatts, le marché de l'éolien flottant, c'est 3500 gigawatts sur la planète. Le marché de l'hydrolien, c'est aux alentours de 50 gigawatts. Donc on est quand même sur quelque chose de petit, et je pense qu'aujourd'hui, les industriels de plus petit calibre que le grand groupe Naval Energy sauront mieux tirer leur épingle du jeu de cette période. On a des acteurs français qui savent le faire, et aujourd'hui, il y a une tendance européenne d'avoir identifié un tarif d'achat, un tarif de production de l'énergie, pardon, qui est aux alentours de 110 € du mégawattheure produit. Et ce 110 €, aux alentours de 110 €, pardon, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable dans les 10 prochaines années si on s'en fixe les ambitions. Et les ambitions, elles sont évidemment importantes.
aussi bien pour l'éolien offshore pour rattraper son retard, aussi bien pour le houlomoteur qui va arriver derrière que pour l'hydrolien actuellement. Et c'est le cas, et c'est exactement le timing actuel de ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont le débat public est toujours ouvert, où chacun peut s'exprimer sur ce sujet-là. En Nouvelle-Aquitaine, on a un projet extrêmement important qui est au large d'Oléron pour de l'éolien offshore. Il faut absolument qu'il sorte dans cette PPE. C'est à peu près l'équivalent de la consommation domestique du département du 17 qui serait couvert par cette ferme de 60 éoliennes à 12 km au large de l'île de Ré. Et cette démarche, cette industrialisation, cet écosystème énergie marine, évidemment, il a besoin de croître et d'emmener avec lui l'hydrolien pour baisser les coûts et être rentable à l'horizon 2030. Merci Marc Lafosse. Catherine Chabot, vous qui avez été déléguée à la mer et au littoral, comment vous expliquez que la France soit si en retard par rapport à ses voisins sur ces technologies alors que les produits existent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'éolien offshore comme en Allemagne ou au Danemark? Je ne sais pas si je vais réussir à bien répondre à la question. D'abord, je vois quand même que les choses avancent parce qu'avec Marc, on s'est connus quand j'ai fait mon tour de France des solutions pour le climat. J'ai fait escale ici à Bordeaux et on avait fait un sujet sur les énergies de la Lune. Et je vois que depuis, quand même, il y a pas mal de choses qui se sont développées. C'est pas que la France, l'énergie thermique des mers que vous présentez, enfin que Marc présentait, c'est une technologie qui existe depuis pratiquement un siècle. Et il y a plusieurs problématiques. Il y en a une, c'est qu'à un moment, j'en avais discuté avec le patron du GICAN à l'époque, qui écartait l'ETM parce que ça n'était pas rentable financièrement. Et en fait, et alors je lui demande comment ça, c'est pas rentable, ça existe depuis. Il me dit, il faut pour que ce soit rentable que la technologie soit mature. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à un moment, il faut quand même pouvoir aider les innovations à émerger. Moi, il y a un facteur que je ne comprends pas, c'est ce fameux prix ce tarif de rachat. Parce qu'on connaît bien ça sur nos bateaux. Au moment où on développe une innovation sur nos bateaux, elle est totalement inabordable. Mais c'est le volume qui va faire qu'elle va devenir abordable. Ensuite, je pense qu'on a malheureusement en France une démarche très sectorisée et qu'aujourd'hui, on constate qu'on a un formidable potentiel avec l'océan aujourd'hui. Ce matin, là, il y a plein d'espoir. Mais on n'est pas capable de travailler tous ensemble. Vous avez vu l'éolienne flottante Floatgen, j'ai l'honneur d'en être la marraine. J'ai cassé la bouteille et j'expliquais, je m'intéresse aux infrastructures à impact positif. Et j'expliquais, je posais la question à l'inventeur de cette éolienne flottante. On pourrait effectivement concevoir qu'on développe de l'aquaculture dans cette éolienne. Peut-être que ça, économiquement d'ailleurs, ça pourrait permettre d'accélérer et leur développement, mais aussi de trouver des solutions pour les aquaculteurs. Et il me dit, c'est vrai qu'on commence à y penser. Du reste, en Méditerranée, il y a des entreprises qui commencent à essayer de conjuguer deux activités, développement des énergies marines, développement de l'aquaculture. On l'a évoqué tout à l'heure, cette idée qu'effectivement, un champ éolien offshore, c'est un site formidable de récifs artificiels. Et je demandais à cet industriel pourquoi on ne pouvait pas mettre... Il me dit qu'il y pensait, mais que c'était déjà tellement compliqué de technologiquement d'avancer, etc. Donc on fait des petits pas. Je pense aussi que les politiques ont besoin de faire des annonces et qu'on aurait dû d'emblée prendre On a très mal pris le problème quand on l'a lancé. Et on aurait dû d'abord travailler sur la concertation. On travaille aujourd'hui sur la planification des espaces maritimes. Comment allons-nous partager cet espace ? Et on aurait dû probablement faire de la concertation, définir collectivement, moi je croyais beaucoup à la puissance du collectif, définir collectivement les espaces où on s'implante, etc. Travailler avec du bon sens. Il y a un mot que j'ai envie d'utiliser ce matin parce qu'il y a plein d'innovations formidables, mais il faut remettre un peu de bon sens. Il faut faire des analyses de cycle de vie. C'est très bien de développer des énergies marines, mais travaillons dans l'éco-conception des infrastructures, travaillons avec les acteurs périphériques. Je pense que ce n'est pas des choses qu'on doit... Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à le faire, mais on y va progressivement. On n'a pas forcément bien pris les choses dès le départ. Votre et donc réfléchir à l'impact de ces nouvelles infrastructures, c'est un peu ce dont on a manqué dès le début, et c'est aussi votre message, Philippe Biwix. Dans l'âge des low-tech, vous insistez sur les coûts cachés de la transition énergétique et de ces investissements dans les énergies renouvelables.
Et à propos de l'éolien offshore, je vais vous citer dans une interview que vous avez donnée pour le site des Colibris, vous dites « Les éoliennes offshore, il faut les relier à la côte en câbles sous-marins en cuivre, qu'il faut mettre des terres rares comme du néodyme et du dysprosium en haut des mâts pour avoir des aimants permanents. Ces terres rares nécessitent beaucoup d'énergie et de chimie pour les extraire. Leur extraction engendre une pollution inimaginable. » Alors, je suis navré juste avant le repas. En plus, moi, je suis toujours un petit peu invité pour faire le mauvais garçon, donc j'espère que je n'ai pas trop touché l'enthousiasme. Mais c'est vrai que je suis très inquiet de tous ces discours qui consistent à dire qu'on a plein de technologies encore à découvrir, plus ou moins matures ou pas, et qu'en fait, c'est juste une histoire de vouloir y aller, d'optimisme, on va foncer, et en fait, vous allez voir, ce que vous allez voir, on va sauver la planète en 2030. Alors, moi, je crois que sur les énergies renouvelables au sens large, mais même sur les marines en particulier, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, moi, je ne conteste pas le fait qu'il va y avoir de très belles aventures industrielles à prix de marché ou à prix subventionné, on verra bien, en fonction de la volonté politique effectivement d'y mettre l'argent public. Il y aura des très belles aventures industrielles. D'ailleurs, les photos qu'on a vues tout à l'heure, c'est l'industrie du pétrole avant tout. Hein, on l'a dit, la gigantesque, le jack-up que vous citiez, c'est une plateforme de forage. Avant, ça forait des puits. Et puis à un moment, quand en Écosse, il n'y a plus beaucoup de pétrole, ils sont passés à autre chose et donc ils sont un peu en avance parce qu'ils ont aussi le matériel. Mais quand j'entends que le marché va être de 3500 gigawatts, marché potentiel, si je le convertis en nombre de mâts de 5 mégawatts, je n'ai pas ma petite calculatrice, mais j'ai peur que ça fasse pas loin d'1 million de mâts. 1 million de mâts, enfin... C'est juste un truc qui convertit en quantité nécessaire de ressources, etc. est un truc incroyable. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner, ça ne va pas faire les maths. Et tout ça en faisant en plus plein d'autres choses, évidemment, la Smart City et tout. Donc on est d'un côté à se dire, en fait, on se jette dans le numérique et dans le renouvelable, on va dire. Donc le numérique qui devrait nous aider grâce à la Smart City, à la ville intelligente, etc., au déplacement de demain, au covoiturage. On va réussir à économiser un peu d'un côté, et puis de l'autre côté, on va remplacer l'offre du méchant, alors ça dépend un peu de qui, mais du méchant nucléaire ou du méchant fossile, ou les deux à la fois, ou l'un ou l'autre seulement, en faisant des énergies renouvelables. Alors la mer, les énergies renouvelables, c'est déjà très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est intermittent, c'est compliqué parce que ça utilise plus de ressources par kilowattheure produit que les énergies classiques, malheureusement, parce que justement c'est intermittent. Il faut plus de cuivre, il faut plus de béton, il faut plus d'acier, parfois des terres rares. Alors, il n'y a pas toujours des terres rares dans les éoliennes, on est d'accord, ça dépend des puissances, ça dépend des technologies, mais ça utilise plein de choses. Il y a de l'électrotechnique de puissance, je ne vais pas vous citer les 60 métaux de la table de Mendeleïev qu'on utilise partout, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et on est en train, en fait, non pas de transformer, d'enlever l'extractivisme pétrolier et gazier qu'on avait. On est en train, au contraire, d'ajouter à l'extractivisme pétrolier et gazier, parce que ça continue, et ça continue plus fort que jamais, on rajoute un extractivisme minier. Alors c'est vrai que c'est loin, c'est décalé. Alors pourquoi on va fantasmer un peu sur les énergies de la mer aujourd'hui? Parce que, vous l'avez dit un petit peu, c'est d'abord l'acceptabilité sociale. C'est un peu plus loin, donc not in my backyard, ça se voit pas trop. On va juste pourrir d'autres endroits d'une manière ou d'une autre, mais ça se verra moins peut-être qu'effectivement au fond du champ. Et puis il y a la question d'intermittence, où effectivement c'est moins intermittent, donc c'est plus intéressant éventuellement de faire de l'éolien. On est à 3000 heures plutôt qu'à 1500 heures de fonctionnement. Et puis l'hydrolienne est plus intéressante aussi que l'éolienne, même si tout ça reste aussi intermittent. Voilà. Donc, alors on y va peut-être, mais voilà, moi j'ai un vrai problème avec ça, et je pense que c'est... Il ne faut pas regarder de ce côté-là seulement. Peut-être une petite réaction, Marc Lafosse, Catherine Chabot. Est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer une pollution par une autre, à piller des mines pour assurer la transition énergétique? Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Alors, sur la question des mines et sur la question des terres rares, la technologie évolue. Moi, ma réponse, justement, pour qu'elle soit courte, c'est que dans ce développement, on a aussi de la recherche qui accompagne la recyclabilité des matériaux, les sujets des minéraux aussi, du métal dans les câbles. Je vais vous donner un seul exemple. On est en Aquitaine, je suis aquitain. La Nouvelle-Aquitaine, la région de Nouvelle-Aquitaine a aussi un programme de recherche extrêmement engagé du fait de son patrimoine, de son ADN dans l'aérospatial, sur les sujets du composite, des matériaux composites. Aujourd'hui, en Aquitaine, on est la seule région de France à être capable de recycler une pale d'éolienne. C'est en cours, c'est un programme de recherche qui a débuté il y a à peu près 3 ans, mais on a quand même un pas qui suit avec ça pour être en effet un peu moins impactant et améliorer son bilan carbone.
Le tout étant évidemment de concilier tout ça au même moment, c'est jamais très simple. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Non, je suis désolé, on n'a vraiment plus le temps du tout. Mais c'était passionnant. On vous remercie. On va passer à la remise des prix de thèse et à la clôture de cet événement. Et je vais proposer, si vous le voulez bien, à Gérard Blanchard, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de me rejoindre pour remettre un premier prix à Juliette Baumann de l'Université de La Rochelle. Juliette, où est-elle? Elle est là. Et je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Sans les chercheurs, il n'y a pas d'innovation. C'est le message. Bonsoir. Vous allez avoir les mains encombrées. Voilà. Non, merci, c'est bon. Juliette, regardez, ça s'affiche derrière vous. Formidable. Vous allez vous mettre devant le public et nous raconter ce qu'était cette thèse qui vous vaut un prix. Ça va fonctionner. Ok, merci. Voilà, ça marche. Bonjour à tous. Je vais commencer directement. Vous expliquer. Alors, rapidement, mon sujet de thèse, c'est l'enregistrement sédimentaire des submersions marines de tempêtes en domaine rétrolittoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'événement de submersion marine qui a eu lieu en 2010 lors de la tempête Xynthia. Ou encore cette fois où la ville de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvée les pieds dans l'eau au passage de l'ouragan Katrina. Alors, une submersion marine, c'est quoi? C'est lié à un niveau d'eau exceptionnel en mer, qui est souvent généré par une tempête. Et si ce niveau d'eau dépasse l'altitude des protections littorales ou que les vagues détruisent ces protections littorales, que sont les digues ou les dunes, l'eau pénètre et inonde des zones qui sont normalement protégées. Donc là, vous pouvez assez facilement deviner qu'on a besoin de mieux comprendre ces risques naturels que sont les submersions marines. Alors, il y a différentes approches pour les étudier. Certains vont plutôt essayer de mieux comprendre les processus physiques qui vont générer la submersion. D'autres vont plutôt s'attacher à comprendre la vulnérabilité de la zone côtière en essayant de comprendre les zones inondables, quels sont les enjeux socio-économiques liés à ce type de catastrophe naturelle. Et moi, j'ai plutôt choisi de m'intéresser, d'aller farfouiller dans le passé. Alors, il y a déjà des gens qui se sont attelés à cette tâche avant moi. Et le problème qu'on rencontre en général sur les zones côtières, c'est que les archives historiques et les données météo-marines ne remontent pas à plus de quelques siècles. Or, quelques siècles, c'est trop court si on veut étudier des événements qui ont des temps de retour de 10, 100, voire 1000 ans. Et c'est là que j'interviens. Alors moi, je suis géologue et je suis spécialisée dans les sédiments. Dans les sédiments. Et donc les sédiments, c'est ces petits morceaux de roche, des galets, du sable, de l'argile, qui sont transportés par l'eau, le vent, la gravité avant d'être déposés. Et selon d'où ils viennent, le chemin qu'ils ont fait, les conditions dans lesquelles ils ont été déposés, le dépôt final, il n'aurait pas le même aspect. Donc les dépôts sédimentaires enregistrent des histoires. Et moi, l'histoire à laquelle je m'intéresse, c'est celle des submersions marines. Alors, imaginez-vous essayer de retrouver les traces d'une légende perdue dans un livre écrit dans un langage inconnu. Là, on n'est pas très bien avancé, et c'est là que j'interviens. Donc, mon travail, dans un premier temps, ça va être d'essayer de comprendre comment fonctionne ce langage. Je vais être un peu une linguiste, ou dans mon cas, de comprendre comment l'histoire s'écrit dans les sédiments. Alors, généralement, les sédimentologues dans le monde, quand ils essayent de retrouver des anciennes submersions marines, ils vont essayer de retrouver des couches de sable qui n'auraient pas dû être là normalement, qui ont été amenées par la submersion. Et moi, un des résultats de ma thèse, ça a été de montrer qu'on peut utiliser d'autres marqueurs, comme la présence de petites coquilles, d'éléments chimiques ou, par exemple, de matières organiques d'origine marine dans des sédiments continentaux. Donc ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet ensuite d'aller explorer des nouveaux sites d'études qui n'étaient pas accessibles à ce type de recherche parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes. Maintenant, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de sable. Et donc voilà, c'est une première partie. Pardon. Et la deuxième partie de mon travail, je chose plutôt une casquette d'historienne, où là, je vais utiliser mes nouvelles capacités de lecture et aller fouiller les sédiments, les vieux sédiments, pour essayer de retrouver les anciens événements de submersion marine, ceci afin de compléter les archives historiques disponibles dans la région de Charente-Maritime pour mon cas. Et voilà, la recherche continue. Bravo, merci beaucoup. Félicitations. Prix qui va vous être donc remis par Gérard Blanchard, qui est vice-président du Conseil régional. Peut-être vous pouvez faire ça devant tout le monde.
Comme ça, parce que c'est quand même, voilà, symboliquement. Merci beaucoup et je voulais remercier la région pour avoir financé ma thèse. C'est Quand même. Important. C'est sympa. Et le président du conseil régional est là. Le Marais Poitevin, le parc naturel régional du Marais Poitevin qui a financé le fonctionnement de la thèse. Super. Restez avec nous, si vous voulez bien. Vous en allez? Mais non, restez. Regardez, parce qu'après, on va faire une photo avec tous les intervenants qui sont restés. Monsieur le Président, Alain Rousset, je vais vous donner la parole dans quelques minutes pour prononcer le discours de clôture de ces conférences Novac. Pas de Novac qui continue cet après-midi, qui continue demain. Mais auparavant, vous allez remettre son prix à Mélanie Biosque de l'Université de Bordeaux, que je vous demande de bien vouloir accueillir et qui nous rejoint. À qui je remets les... Voilà. Un petit coup de ma thèse en 180 secondes. Un exercice qui n'est pas facile. Hein. Il paraît. Oui, donc voilà, moi, on m'a donné 3 minutes pour essayer de vous parler de ma thèse. Donc, on lit le titre, on a compris quand même. Le titre, quand même, est assez explicite. Une approche multiproxy de la réponse des plages sableuses ouvertes aux événements de tempête, en incluant les phases de récupération. Là, pour commencer, histoire de vous inclure un peu dans mon sujet, je vais vous faire un petit sondage levé à la main, si vous êtes d'accord. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, pendant 1 minute, ça va être un peu long pour moi. Mais qui, cet été, s'est baladé sur le littoral aquitain et sur les plages aquitaines? Vous avez pu constater. Donc là, je vous mets des petites photos de mon site d'études, qui est le site de Biscarrosse, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu. Donc l'été, on a des très belles plages, une dune très bien formée, des grandes plages, une morphologie très accueillante, on aime bien aller se baigner, etc. Qui a vu les mêmes plages pendant l'hiver? Qui a constaté qu'il y avait des énormes différences quand même entre la morphologie des plages l'hiver et l'été? Donc ces évolutions entre l'hiver et l'été, merci. Ces évolutions entre l'hiver et l'été, c'est ce qu'on appelle le cycle saisonnier des plages. On va avoir de l'érosion plutôt en hiver et la plage va se reconstruire l'été. Parmi vous, qui a entendu parler de l'érosion du trait de côte? Qui est capable de définir ce qu'est un trait de côte? Eh oui, c'est ça. C'est le bord. Mais en fait, un trait de côte, ça peut être énormément de choses. Ça dépend du paramètre que l'on va désigner et que l'on va choisir. Et on ne va pas dire la même chose du tout si on prend par exemple le pied de dune comme référence ou si on prend la limite entre le sable mouillé et le sable sec. Et bien du coup, moi, c'est dans ce contexte très compliqué d'un point de vue socio-économique et scientifique à définir que ma thèse s'est installée. Et donc, quand on parle d'érosion du trait de côte, quand on parle d'évolution du trait de côte dans un contexte de changement climatique, etc., on s'intéresse à des échelles de temps, on va dire, moyennes à long terme. C'est-à-dire qu'on va faire de la prévision. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, à quoi vont ressembler nos côtes, est-ce qu'on peut laisser des infrastructures à tel endroit ou pas, etc., etc. Mais malheureusement, hiver 2013-2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé parce qu'on a eu des dégâts très très importants au niveau de la dune et du littoral. Et malheureusement, ces grosses érosions dans la dune, quand on regardait nos modèles de prévision, c'était des choses qu'on prévoyait dans 100 ans. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Il y a quelque chose que l'on ne prend pas en compte. Il y a des choses qu'on va négliger parce qu'on se dit que l'importance va être moindre face à d'autres paramètres, alors que finalement, ce n'est peut-être pas le cas. Et donc, dans ma thèse, on a décidé de revenir à des échelles de temps beaucoup plus courtes, les échelles des tempêtes. Essayer de comprendre, du coup, revenir à la base, en fait. Se dire, sur des échelles de temps plus courtes, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les processus? Et quel impact ça va avoir sur le saisonnier et puis sur le long terme? Et pour ça, on a créé une base de données exceptionnelle au monde, avec des prises de mesure très très haute fréquence pendant 2 ans et demi, chose qui n'a jamais été faite nulle part dans le monde. Et pour répondre à toutes ces questions de comment on va avoir des réponses des plages, comment le littoral va réagir à toutes les questions environnementales. Et je vous remercie. Bravo. Merci pour votre participation. C'est Alain Rousset, président du conseil régional, qui vous remet ce prix de thèse, symboliquement. On peut applaudir Mélanie. Alors, deux choses avant de vous passer la parole. D'abord, on voulait faire une petite photo qui symbolise le fait qu'il y a eu plein d'intervenants qui ont été extrêmement patients. Je voudrais que vous les applaudissiez parce que vous avez vu comme je leur coupe la parole, je ne suis pas sympa. Mais ça a permis d'avoir plein de monde depuis hier matin. Pardon Catherine encore. Venez si vous voulez bien sur scène autour d'Alain Rousset. Venez aussi avec les jeunes chercheuses qui vont bien illustrer l'importance de la recherche dans l'innovation.
qui est resté. On y va, on fait rapidement. Pendant qu'on fait, je voudrais également, vous savez, la salle s'est un petit peu vidée, merci d'être resté. Je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit et que vous applaudissiez au nom de l'ensemble du public de Novac, les équipes qui ont conçu et organisé cette opération. Il y a FG qui a coordonné toute, c'est le nom de la structure, hein, l'installation. Le collectif, bien sûr, ils sont formidables, qui a créé tous les éléments visuels. Évidemment, les équipes du monde, et puis à la région, Sylvie, Jérôme, Ethel et toutes les équipes du conseil régional qui ont travaillé sur Novac. Allez-y, c'est enregistré, on leur transmettra vos applaudissements, ils les méritent bien. Voilà, et pour le mot de la fin de ces conférences Novac, puisque Novac continue avec plein de choses formidables, il y a l'Université du Futur, le spectacle de drone, on va céder l'estrade et la parole à Alain Rousset, président du conseil régional. Merci Emmanuel. D'abord, je voudrais vous remercier, vous Emmanuel, et puis le monde, toute l'équipe de cette magnifique université populaire de l'innovation et de l'environnement. Je suis très fier que nous ayons pu réaliser cela ici en Nouvelle-Aquitaine, cette fois-ci à Bordeaux. Vous dire que ce moment va bien sûr se poursuivre cet après-midi. Demain, parce que je tiens à un moment aussi extrêmement particulier qui est l'ouverture aux familles du show qu'il y a en bas que nous offrent les start-up dans la santé, dans l'érosion marine, dans l'énergie, dans beaucoup de domaines. Le parcours, je l'ai fait faire tout à l'heure à Bernard Cazeneuve qui est venu parce qu'on l'associe au prix Mauriac, qui est un prix que la région a recréé. Et Bernard Cazeneuve était très intéressé, je pense qu'il a dû partir, mais enfin, c'est quelque chose que pour un homme politique, une femme politique, cette espèce de présentation de la société de demain, des défis d'aujourd'hui, est important. Mais je voudrais revenir uniquement à ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai beaucoup tenu à ce que nous parlions de l'océan. Je considère que, je reviendrai sur l'environnement d'un mot, mais les trois aventures qu'on évoque sur le cerveau et donc la santé, sur l'espace, l'océan a une place à part. On considère volontiers qu'on n'en connaît que 5%. Sauf qu'on l'a déjà largement pillé et pollué. Je voudrais dire ce qu'Arlette Chabot n'a... Ce qu'Arlette. Catherine. Pardon, hein, mais... Mais ouais, vous êtes plus célèbre. Voulais dire tout à l'heure, pensons au cycle de vie. Pensons au cycle de vie. Voilà, je suis un fervent, et nous tous, Gérard Blanchard aussi bien sûr, Anne-Laure, de l'innovation. Et on en a fait la mantra de cette région. Mais je n'oublie pas qu'il y a eu un certain Jacques Ellul qui a vécu à Pessac notamment. Alors, je le trouve toujours un peu pessimiste et son hostilité à la technologie et à l'innovation est peut-être un peu trop forte. Mais il nous faut, et c'est un peu le défi que vous nous posiez tout à l'heure, il nous faut comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui, comprendre ce qu'attendent nos concitoyens, et en même temps, le monde politique a un rôle essentiel. Le monde politique doit se réapproprier ce que dans l'histoire, certains ont pu s'approprier, à savoir prévoir, préparer, concevoir l'avenir.
C'est pour ça que je veux créer ici, on avait commencé à le faire avec l'unité de sciences éco de la fac de Bordeaux sur les aspects d'intelligence économique sur le monde industriel, et que j'évoquais hier matin, mon souhait de créer quelque chose de beaucoup plus vaste. J'aurais aimé que l'État, l'Europe, le fît. On ne peut pas simplement laisser au privé le soin de se préparer à son avenir purement économique. On a un rôle à jouer. Et la sortie des pesticides, des néonicotinoïdes, du phytosanitaire est un élément essentiel, et je le redis ici, j'ai proposé au président de la République que la Nouvelle-Aquitaine soit la région pilote en Europe de ce domaine-là. Parce que je pense que la révolution, y compris technologique, on a parlé des microalgues ce matin sur le traitement de l'oïdium et du mildiou, est peut-être sûrement beaucoup plus importante dans ce siècle que la révolution numérique. Le numérique est un moyen. Notre vie, c'est une fin, un sens. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve ce sens. Moi, j'ai été passionné et en même temps terrifié par les articles du Monde sur les zones hyperpolluées de la planète. Alors, certaines ont été polluées il y a 30, 40 ans, souvent avec des dégâts sociaux parce que Monsanto construisait une décharge au-dessus d'une bourgade peuplée de Noirs aux États-Unis. Mais au Canada aujourd'hui, qui pourtant a été un des acteurs de la COP21, on trouve avec le pétrole de surface des gaz de schiste, on trouve des conséquences incalculables, irrémédiables. Et quand on a lancé avec Hervé Le Treut ce rassemblement de scientifiques sur l'évolution du climat dans notre région, que nous poursuivons avec un autre GIEC sur la biodiversité, quelle est la conclusion d'Hervé Le Treut? C'est on n'arrêtera pas tout. C'est tellement profond, c'est tellement pathogène, c'est tellement recombinant. La molécule de phytosanitaire que l'on met dans les champs, elle va se recombiner 3-4 fois. Et donc, on va laisser des traces incalculables à nos enfants. Mais il faut qu'on dépasse le militantisme. On sait qu'on ne réussira rien si on ne rapproche pas le monde économique du monde de la préparation de l'avenir. Ce matin, il y a eu une conférence sur l'océan terrifiante, proprement terrifiante. Je ne sais pas si celles et ceux qui étaient là l'ont perçu. Je pensais, avant cette conférence, que nous avions fait plus de mal à la Terre qu'à l'océan. Mais les fameux chaluts sous-marins, qui sont aujourd'hui électrifiés, détruisent, je ne sais plus, Emmanuel, j'ai pas retenu, mais 150 fois la surface de forêt qu'on détruit tous les ans. J'ai plus le chiffre en tête. Hein? Donc, enfin, on voit bien qu'on est en train, aujourd'hui, de tout détruire. De tout détruire. Alors je veux bien qu'Elon Musk se dise je vais pouvoir habiter sur Mars ou sur la Lune, mais enfin, voilà. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est voué à se reproduire dans d'autres planètes, ou si ça s'est passé dans d'autres planètes, le sait-on. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on donne du sens à l'innovation. Et les jeunes aujourd'hui qui créent leur start-up, qui interviennent dans les entreprises, mettent tous du sens. Quand on remet des prix de thèse ou de recherche, Gérard Blanchard peut me le confirmer, 1 sur 2 sont dans la santé.
recherche de sens. Recherche de sens de cette entreprise qui est née à l'École polytechnique de Lausanne sur le rapprochement entre la personnalité de type ADN de chaque individu et la réussite du traitement des cancers. Et cette recherche de sens, il faut qu'on la déploie partout. J'ai lu un livre cet été qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Les routes de la soie. C'est un ouvrage d'un prof d'Oxford, d'un Anglais, sur l'histoire depuis Alexandre le Grand, à la fois de l'Europe, de l'Asie, de la Russie. La synthèse de cet ouvrage, c'est qu'on est passé de la barbarie à la cupidité. Le rôle de l'Angleterre sur le pétrole iranien, parce que l'Angleterre y voyait les moyens de passer du charbon au pétrole samarine pour garder le pouvoir sur les mers du globe. On est en pleine guerre de 14. Correspondent bien à ça. Et ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui vient aussi d'une responsabilité politique et humaine de l'Occident. Ce que fait Trump aujourd'hui étant une copie de tout cela. Donc ce problème de l'innovation nous amène vraiment à nous pencher sur nous-mêmes et je crois que éthique, humain, doivent aller de pair, c'est pas moi qui vais dire le contraire, avec tout ce que nous apporte l'innovation. Et il faut que le politique reprenne sa place. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si les États, sous l'influence des lobbies, qui sont non seulement d'une telle puissance de présentation, mais qui arrivent avec des chiffres que le politique n'a plus. Que le politique n'a plus. Je crois à un retour de compétences, à une réacquisition de toutes ces informations. Modestement, on essaye de le faire avec l'appui des universités, nous ici en région, mais voilà, c'est un défi. En tout cas, je voudrais qu'on parte d'ici avec la pêche. La pêche... Alors, je suis gêné parce que la conférencière ce matin a commencé par mettre en cause la pêche. Donc moi qui suis pêcheur à la truite dans les Pyrénées, je me suis dit, oula, tu vas te faire mettre en cause. Non. Après, elle a redonné son aura à l'hameçon par rapport au filet. Ce qui me rassure un peu. Mais en tout cas, voilà, je remercie, comme l'a fait Emmanuel tout à l'heure, mes équipes. Je remercie vraiment le monde parce que c'était notre première expérience. Voilà. Ce qu'on fera par contre, Emmanuel, les fois suivantes, c'est que on fera venir plus de lycées, plus de jeunes et plus de lycéens. Je pense qu'il est important que la jeunesse vienne, parce que la tribune ici, alors il faut qu'on arrive à en faire un résumé. Moi, j'ai pas pu tout entendre malheureusement, mais c'est pas possible que tout ça passe au travers d'un oubli. Hein. C'est un point fixe. Mais en même temps, il faudrait que nous réussissions à en sortir un digest, que je puisse l'envoyer au lycée, à tous les lycées de la grande région, et que sur cette base, l'année prochaine, dans 2 ans, on verra, on va faire tourner ça dans la grande région. Et Emmanuel Davidenkov plaide pour Poitiers, il y a Angoulême, etc. Il y a Limoges. Hein, et je salue, s'ils nous regardent, nos amis de Poitiers et de Limoges. C'est important que nous profitions de cette immense région à la taille de l'Autriche pour faire que notre université populaire de l'innovation et de l'humain soit au cœur des débats politiques de demain, et singulièrement parce que c'est en préparation. Au niveau des élections européennes, on sent bien que l'Europe
pourrait avoir un rôle majeur dans ce débat éminemment politique. Merci encore.